Donc aujourd'hui, on va parler combat. Combat dans le Krav Maga. On va y venir tranquillement. Bon, je pense que les gens qui nous voient ici, nous connaissent un peu tous les deux, mais on sait jamais. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots rapidement pour ceux qui te connaîtraient pas encore? Bon, je pense que. Alors, je m'appelle Alexandre Roscoe. Je suis né en France et je suis arrivé en Espagne en 2005. J'avais été envoyé en Espagne par Richard à l'époque pour faire des stages en Espagne. Et puis, je m'y suis finalement installé. J'étais d'origine espagnole. Et je pratique le Krav depuis 96. Je suis 5e d'Arga, vice-président de la FEKM, président et directeur technique du secteur Espagne. J'ai mon école ici à Madrid, Kairos Krav Maga, et puis on est un petit groupe de profs ici en Espagne à faire du Krav FEKM. Ok. De toute façon, ceux qui sont intéressés justement, notamment pour la France, pour ce qui est du club d'Alexandre, alors maintenant je sais que tu as ouvert une date, c'est fini, tu l'as ouvert la nouvelle salle? Oui, ça y est, c'est ouvert depuis octobre. D'accord, super, félicitations. Hein. Merci. Et donc pour ceux qui s'intéressent, pour savoir un petit peu comment ça se passe le Krav Maga en Espagne, parce que c'était Krav Maga Traveling à l'origine, c'est ça, hein, c'est que je bouge pas mal. J'ai vécu moi 2 ans et demi en Espagne et 2 ans au Portugal, la frontière portugaise-espagnole. Donc j'ai eu la chance de temps en temps de venir en stage chez toi, de faire la 5 heures de bus pour aller de Badajoz à Madrid. Et donc voilà, je me suis un petit peu entraîné dans l'Espagne et au Portugal. On avait fait une vidéo ensemble de mémoire sur ma chaîne YouTube sur un stage seul. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Krav Maga Traveling, ça me fera plaisir. Tu as une chaîne YouTube aussi, je crois. Donc n'hésitez pas Krav Maga, c'est ça. À vous abonner aux deux. Vous pourrez voir la vidéo qui est ici. Et sinon, il y a aussi sur mon blog Krav Maga Traveling, donc le blog qui date un peu maintenant, mais quand même qui est à jour. On avait fait un article ensemble au tout début de Krav Maga Traveling, il y a 2-3 ans, sur ton école, quoi. Donc voilà. Ok. Donc aujourd'hui, voilà, tu es très réputé pour ta pédagogie et ton sens de l'humour au niveau du Krav Maga. Moi, c'est ce qui me plaît beaucoup aussi quand je viens m'entraîner en Espagne. Donc voilà, on va parler du combat. Alors, on dit souvent que on a beaucoup de questions autour du combat, et c'est ça que j'aimerais éclaircir un petit peu aujourd'hui. C'est que souvent les élèves, notamment les débutants, on a souvent ces mêmes questions. Est-ce que je dois compléter mon Krav Maga en faisant de la boxe thaï, de la boxe anglaise, de la boxe française, etc. Ou est-ce que le Krav Maga se suffit à lui-même? Est-ce que le combat fait partie intégrante du Krav Maga? Et si oui, quel est le curseur? Est-ce que c'est 50%, 40%, moins, plus? Est-ce que le combat du Krav Maga, est-ce que c'est le même combat qu'on peut retrouver dans des sports pieds-poings classiques, on va dire plus classiques, ou est-ce que le Krav Maga a ses particularités le combat du Krav Maga a ses particularités en Krav Maga ou pas? Voilà, c'est un petit peu ça le thème du live. Et aussi, une fois qu'on a dégrossi un peu tout ça, cette partie plus théorique, comment on la met en pratique? Comment on arrive à pouvoir s'améliorer en combat? Comment on arrive à faire du combat typé Krav Maga si c'est ça le but, si c'est vraiment ça qui existe? Comment on arrive à le faire, et comment vous, les professeurs, vous arrivez à transmettre cette chose-là qui peut parfois faire peur? Beaucoup de personnes s'inscrivent au Krav Maga mais disent oula, moi mettre les gants, j'ai pas trop envie, ça me plaît pas trop. Voilà, c'est un petit peu vraiment tout ça que j'aimerais discuter avec toi si t'es partant, quoi. Voilà. Ok, nickel. Bon, alors par où commencer? Alors je précise aussi d'ailleurs, avant de lancer le live sera en rediffusion sur ma chaîne YouTube prochainement, donc le temps qu'après je refasse le montage, etc. Donc ceux qui doivent partir avant, vous aurez le live en replay. Abonnez-vous à la chaîne Krav Maga Traveling, comme ça vous l'aurez en direct. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions en direct. Si on n'y répond pas tout de suite, c'est pas grave, je les note. Et comme ça, ou moi, ou surtout Alexandre, je pense, pourra vous répondre. Si on ne connaît pas la réponse, on cherchera et on vous répondra plus tard sur les réseaux. Voilà. Ok. Écoute, c'est parti. Donc, première question, je pense la plus simple, c'est quelle est la place du combat en Krav Maga, dans le Krav Maga? Quelle est la place du combat dans notre discipline? Souvent, on entend parler des fameux 50-50, que le Krav, c'est 50% de self-défense et 50% de combat. Moi, j'ai quand même du mal à le vendre comme ça. Pour moi, c'est vraiment c'est 200%, tu vois. C'est vraiment 100 et 100. Pour moi, c'est totalement indissociable, quoi. J'ai quand même vraiment du mal à croire que dans la rue, lors d'une agression,
sur une défense de self, par exemple, si je me fais surprendre par un étranglement, par une saisie, bah, que ça va s'arrêter d'une manière chorégraphiée de A à Z. Tu vois, il y aura sûrement à un moment, on va rentrer dans une phase de combat, même si elle est très courte, il y aura quand même une phase de corps à corps ou une phase de pied-point avant de pouvoir fuir ou de pouvoir mettre un terme à l'agression si j'ai de la chance d'y arriver. Et ensuite, on peut passer aussi exactement pareil de la phase de combat et on arrive sur des techniques de corps à corps qu'on a par exemple dans la ceinture verte ou dans la ceinture marron ou une ceinture bleue avec des saisies t-shirt. Donc, c'est vrai que ça, on passe vraiment de l'un à l'autre. Tu vois, ça fait vraiment, c'est vraiment une onde, quoi. Donc, à moi de séparer les deux en mettant des termes en 50-50, j'ai quand même du mal. Pour moi, c'est entremêlé. Il faut être absolument bon dans les deux, quoi. Ouais. Parce que là, ce que je comprends de ça, en fait, c'est qu'on voit la partie combat. Bon, on voit en cours, combat c'est les gants et pas combat la self, c'est les saisies, les techniques proprement dites, quoi. Mais c'est vrai qu'on remet ça dans un contexte réel, comme tu dis, hein. Ça peut très bien être un type qui vient nous chercher un petit peu des noises, donc gestion de la distance. Où on ne doit pas venir, il nous saisit le t-shirt. Bon, là, c'est plus de la self. On vient dégrafer, frapper ce qu'on veut. On lui enfoune dans la gorge. Bon, il commence à reculer. Et là, d'un coup, où on arrive à partir et ça se termine, ou alors lui part, ça se termine, ou alors lui se met en garde et commence à vouloir, justement, comme tu dis, combattre, quoi. Et en effet, on peut venir à une phase de combat et après arriver à ce qui nous saisisse au corps. Et là, on repasse sur une sorte de technique de self, plus typé ceinture verte ou autre. Mais moi, c'est vrai que ça, tu m'avais expliqué très clairement. Et c'est vrai que ça m'avait ouvert les yeux sur justement cette, comme tu dis, ce balancier, la onde, la vague qu'on peut avoir, la vague qu'on peut avoir de, c'est pas un temps combat, un temps self, c'est, comme tu dis, c'est complètement, on peut passer très 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 rapidement de l'un à l'autre, en fait. Exactement, c'est un peu comme le travail qu'on a par exemple au Krav, quand on travaille du combat et puis il y a une sortie d'arme, une sortie de couteau. Oui. Ouais. Ce ne soit pas une attaque au couteau, donc il faut vraiment essayer d'entremêler les deux. Souvent, moi j'aime bien faire ce genre de travail, de faire, je fais beaucoup d'exercices où il y a deux personnes qui combattent et un troisième qui vient jouer ce que j'appelle le parasite, qui vient attaquer l'un des deux par hasard, par surprise, mais et vient l'étrangler, vient le saisir, même si c'est pas réel dans une application de rue, ça reste quand même un très bon exercice pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Numéro 2, j'aime bien faire le contraire, de faire la self et dès que je touche les mains de l'agresseur, ça veut dire s'il m'étrangle par exemple au niveau du cou, dès que je viens lui toucher les mains, lui il a le droit de faire absolument ce qu'il veut. Il peut me mettre un coup de tête, un coup de genou. C'est-à-dire une fois que je le touche les mains, je déclenche chez lui une réponse à ma défense de Krav. Donc ça, on le fait déjà un peu plus tard quand les gens ont déjà bien compris les sorties, ont commencé à automatiser la chose. Mais c'est immédiat. Donc c'est vrai que c'est frustrant parce que des fois, je leur mets avec des casques. Et puis, à peine tu as commencé ta défense, tu t'es pris un coup de tête. Donc ça permet de faire de la self, on va dire, ce que j'appelle moi de la self moins scolaire. Oui. Moins ce que j'appelle souvent, le terme n'est pas très beau, mais du Krav de salon. Donc, j'ai rien contre la danse de salon, mais bon, entre faire de la danse de salon et du hip-hop, j'hésite pas, quoi. Donc, c'est joli. T'es content, t'es rentré chez toi, t'es content d'avoir passé ta technique proprement, et puis ça a bien marché. Mais j'ai quand même du mal à acheter le truc, quoi. Donc, dès que tu fais ça, ça te permet de devoir faire ta défense, de déjà penser à rentrer la tête, à te protéger. Et d'apprendre que tu vas devoir prendre des coups. Donc, tu as de hautes chances de prendre des coups. Tu vas essayer d'en prendre le minimum possible et le peu ou le moins que tu essaies d'en prendre, de le prendre dans des parties qui supportent un peu plus d'impact. Et donc, ça te permet de faire de la technique. C'est moins élégant. C'est pas ce que je ferais pour une vidéo pour vendre mon club et essayer d'avoir plus d'élèves. Mais c'est ce que je vends en cours pour que les gens puissent se défendre pour de vrai, quoi. Donc voilà, après il faut l'accepter, c'est compliqué parce que tu te fais souvent toucher, c'est un peu comme le travail au couteau. Tu meurs, en fait le principe c'est de mourir le moins possible avec le couteau. Oui, voilà. Là c'est d'essayer de prendre le moins de coups possible. Au final, on se rappelle que le but du Krav, c'est pas de gagner un combat, sinon de sortir indemne avec le moins de blessures possible d'une agression. Donc ça en fait partie pour moi du travail combat self. D'accord. Ouais. Et ce travail-là, tu l'organises, on va dire, progressivement. Je veux dire, tu vas comme tu dis, tu vas par étapes. Tu fais un peu de combat, tu fais un peu de self pur, et quand ils sont plus aguerris, là, tu vas mélanger un peu plus les deux et progressivement monter comme diraient mes profs à l'époque, c'est la variabilité, ouais, ou la dureté, tu peux aussi l'appeler, parce que c'est vrai que c'est plus dur. Mais le truc, c'est un peu comme tous les systèmes d'apprentissage. Je veux dire, pour les gens qui s'intéressent à tout ce qui est enseignement, apprentissage, je veux dire qu'il y en a des tonnes de bouquins, mais au final, on en revient toujours au même cercle.
Et puis quand tu apprends le piano, tu apprends le piano d'abord avec une main, avec la deuxième, tu apprends à mettre tes mains, à toucher tout doucement avant de pouvoir toucher à deux mains en croisant les bras et en faisant un peu de tout. Bah, c'est à peu près pareil au Krav, tu vois. Des fois, on veut être trop intense dans notre pratique parce qu'on n'a pas assez de contenu et de connaissances à transmettre. Donc, on fait beaucoup de physique et beaucoup de choses un peu intenses. Ça vend toujours un peu de taper dans des paos comme des bourrins, se faire bourriner la gueule comme un débile pour ensuite passer une technique toute pourrie. Mais c'est plus compliqué de faire la chose correctement. Donc, apprendre petit à petit, et puis tu montes les échelons, et puis tu les montes tellement progressivement qu'au final, tu te rends compte que ce que tu pensais ne pas pouvoir faire il y a 1 an, 2 ans, bah, tu arrives à le faire maintenant. Et c'est exactement ce qui nous arrive avec le combat, par exemple. Ouais, d'accord. Tu arrives dans les compétences inconscientes, etc. Tu te rends compte toi-même plus Exactement. Que ça devient fluide, quoi. Exactement. Alors, Estonia. Alors, je ne parle pas, j'arrive même pas à lire. Si tu peux traduire ça même en anglais, en espagnol, en portugais ou en français pour qu'on puisse te répondre, ce sera avec grand plaisir. Mais là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ismaël, je pensais qu'il voulait nous vendre un meuble Ikea, tu vois. C'est la notice. C'est la notice. La notice. Ismaël, tienes que aprender francés. Il dit je comprends pas ce que vous racontez. Tu mets ça sur Google Trad. Ismaël, il s'est commandé une bière dans toutes les langues. C'est la seule chose que j'ai fait. C'est le principal ça. C'est le principal. C'est ce que j'ai appris dans les premières choses aussi dès que je suis arrivé dans un pays. Oui, donc en fait, donc on a dit la place du. Pour reprendre ça, la première question c'est la place du Krav Maga. Donc oui, c'est on va dire en grande théorie pour expliquer ça à quelqu'un facilement, c'est 50-50, mais en pratique vraiment, c'est vraiment une sorte de mélange on peut pas différencier réellement l'un de l'autre. Enfin, dans l'apprentissage peut-être au début, mais plus on va monter, plus on va se rapprocher du réel. Exactement. Parce que le timing, par exemple, le timing, la distance sur quelqu'un en mouvement, tu le travailles difficilement en self. Ça reste quand même compliqué, tu vois. Oui. Parce que dès que la personne commence à réagir, tu rentres dans un combat, justement. Donc, c'est vrai que tout ce qui est fermer bien le point au bon moment, la tension du corps au niveau de l'impact, la tension du corps à recevoir un impact ou à absorber un impact, tout ça, tout ce qui est distance, timing et tout ça, tu le travailles en combat. C'est en combat à 90%. Ou sinon, c'est au PAO, à la patte d'ours, on en parlera un peu plus tard. Mais tu vois, c'est vraiment ce type de travail-là qui nous fait progresser dans le futur. Ouais, ça me rappelle je sais plus qui m'a dit ça, mais j'avais reçu ça en stage. Le professeur disait, c'est compliqué de mettre un pain à quelqu'un qui veut pas le recevoir. Bah, exactement. C'est le même principe. En effet, comme tu dis, dès que c'est une cible, qui bouge pas, qui est chorégraphiée de salon entre guillemets, c'est facile. Par contre, dès que le type, il veut pas la recevoir et qu'il bouge, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est vrai que l'analogie est assez marrante. Mais tout bête, hein. Moi, j'ai beaucoup fait de danse, pas de salon, j'ai fait tout ce qui est salsa, bachata, bref, tout ce qui est en A, tu vois, on va dire, latino. Et ce qui est marrant, c'est que quand ta partenaire, évidemment, est consentante, quand évidemment elle veut, danser pour faire les passes, etc., c'est hyper facile. C'est hyper facile. Par contre, dès que tu es en combat, où c'est pareil, c'est du mouvement, c'est des machins, on peut se rapprocher. D'ailleurs, beaucoup de professeurs de danse et de combat font les deux. Et là, tu te rends compte que c'est beaucoup plus facile parce que ton partenaire, il cherche au contraire non pas à faire une synergie, mais complètement à flinguer ta synergie pour imposer la sienne, quoi. Et c'est vrai que je trouve cette analogie assez amusante. Donc deuxième question qui revient souvent. Selon toi, est-ce qu'il faudrait pratiquer, ils ont de la chance, les Espagnols, Alex c'est le top, bis poto. Je l'ai payé, Christopher, pour dire ça. Il a payé. Qu'est-ce que je disais? Ouais. Est-ce que, selon toi, on doit compléter notre pratique du Krav Maga, par exemple, au début ou même plus tard, avec une pratique type pied-point. Alors, pied-point, peu importe la discipline, hein, on n'est pas là pour vendre une soupe ou autre, mais est-ce qu'au bout de quelques années de Krav Maga, c'est bien de faire de la boxe thaï ou c'est bien de faire de la boxe anglaise pour améliorer son jeu de jambes, ses points ou alors est-ce que normalement un professeur bien formé de la FEKM est censé pouvoir t'apporter toutes les techniques, tout ce qu'il faut pour faire du combat efficace? Moi personnellement, hein, alors là je suis peut-être pas d'un excellent conseil, mais j'ai fait d'autres sports parce que j'adore ça.
Tu vois, j'adore tout ce qui est boxe pied-point, j'adore la lutte et j'adore le sol. C'est pour ça que j'en fais. Mais j'en fais pas pour le Krav. Tu vois, moi, je me suis jamais inscrit au JJB, j'ai jamais fait de MMA, j'ai jamais fait de boxe thaï, de boxe anglaise ou de lutte pour mon Krav. Absolument, j'ai jamais même pas eu cette idée de me dire je vais m'inscrire à ça pour être meilleur en Krav. Quand je m'inscris à un truc, c'est pour être meilleur dans ce truc-là, tu vois. Et c'est peut-être pas ce que font beaucoup de gens, hein, mais c'est comme ça que moi ça a marché. Et j'ai quand même du mal à me dire que pour moi c'est la méthodologie des disciplines qui font que les disciplines sont meilleures souvent que des profs de Krav qui sont pas bons. Ouais. On peut pas faire, tu peux pas apprendre à taper fort si tu tapes pas fort dans quelque chose. Ça j'ai du mal à le croire. Pour moi c'est comme apprendre à nager sur une table. T'as beau savoir le faire très bien, mais ensuite dans une piscine ça mouille, c'est bizarre, tiens, c'était pas comme sur la table. Au bord de mer, c'est compliqué et en pleine mer agitée, c'est encore plus dur. Ouais. Donc, il faut les sports de combat, le truc qu'ils ont, c'est qu'ils apprennent à nager progressivement sur la table, en piscine, en pleine mer, tu vois. Et certains nagent très bien en pleine mer agitée, mais pas tout le monde. Ça reste vraiment une minorité par rapport à ce qu'on peut voir. Nous, le problème de beaucoup de profs, à mon goût, c'est qu'on en reste sur la table. On est sur la table, de temps en temps, on rentre dans la piscine, mais on n'apprend pas à nager longtemps dans la piscine. Donc, on ne pourra jamais vraiment bien nager en eau. Et ça, c'est le problème. C'est plutôt la méthodologie de ces disciplines qui font qu'ils sont meilleurs que la technique en elle-même. Tu vois. Après, c'est clair que nous, on a beaucoup de choses à bosser. Donc, on ne pourra jamais, c'est la mathématique pure et dure, être aussi bon qu'un mec qui fait qu'une seule chose. Tu as beau regarder les combattants de MMA, ils font énormément de pieds-points. Ils seront jamais aussi bons qu'un mec qui fait que du pied-point. Il y aura des exceptions, certains, mais vraiment très peu. On parle toujours d'une minorité. La minorité, c'est pas la réalité. On n'est pas tous Michael Jordan. Je ne vais pas sauter de la ligne de lancer franc pour mettre un dunk. Donc ça en reste. Il y a quoi? Ils sont quoi? 50 personnes dans toute la planète qui peuvent faire ça. Donc à partir de là, si on prend ça comme modèle, c'est clair que tout est faussé. Donc, nous, le problème du Krav, pour moi, c'est apprendre à travailler nos techniques de Krav et entraîner nos techniques de Krav. Le problème, c'est que les sports de pied-point, par exemple, pour prendre les sports de pied-point, au sol, c'est pareil, c'est dur. C'est dur parce que tu es obligé de te bouffer pendant des années la même merde. Et ça, les gens ont du mal à comprendre. En Krav, on fait un peu de tout, c'est sympa, c'est marrant. Mais tu vas te prendre en boxe anglaise où il y a quelques frappes, des déplacements, des esquives. C'est beaucoup d'années pour être bon. En pied-point, c'est exactement la même chose. Tu vas dans un club de Thaï, tu vas en Thaïlande. Moi, j'ai eu la chance de m'entraîner en des camps en Thaïlande. Tu es là et tu tapes tes middle toute la putain de journée, tes coups de genoux, tes levées de genoux. Et c'est la même chose. Ça répète. De temps en temps, tu vois une petite technique de corps à corps un peu plus fun, entre guillemets. Mais le reste, c'est de la répétition. Et la répétition, c'est comme quand tu vas prendre le piano ou n'importe quoi d'autre. Et ça, c'est dur à faire. Et donc, si tu dis à un mec qu'il va devoir, pour pouvoir bien placer un 360 degrés, s'en bouffer pendant des années et ça de manière régulière, et ben il a du mal à le faire. Donc c'est des mouvements. D'ailleurs, je crois que c'est Maxence qui avait dit ça une fois. Il a totalement raison. Le Krav, c'est simple, mais c'est pas facile. Ouais. Donc les mouvements sont simples. C'est plus facile d'apprendre le Krav que de la capoeira, mais ça reste quand même. Il faut quand même de la pratique. Ça vient pas du jour au lendemain, quoi. Bien sûr. Alors, je regarde quelques questions qui sont arrivées. Alors, David, bah tiens David, salut David, hein, toujours là, toujours présent. La phase du combat ne devrait-elle pas être travaillée aussi après une phase self, plutôt que d'une manière ritualisée où on se touche, où on se touche les gants. Je répète, la phase d'un combat ne devrait-elle pas être travaillée aussi après une phase de self, plutôt que d'une manière ritualisée où on se touche les gants? Ben ça, c'est ce qu'on a dit, c'est ce que je vous ai expliqué, la manière de travailler au début du live. C'est ce que je vous ai expliqué, ce que je fais en cours. On fait de la self et au moment où il me touche les mains, on commence le combat. Donc, c'est exactement ça. Si après tu vas regarder, David, au début du live, on en a parlé un peu de cette partie. Alors, David, toujours. Alors, si dans les principes du Krav, on doit utiliser un objet avant son corps, donc ça c'est ce que j'aime en ce moment, c'est que je travaille pas mal, c'est avec la lampe, les lafimo, les machins, c'est un truc que j'aime bien bosser, surtout en ce moment en confinement. Ne devrait-on pas plutôt le compléter avec un système de combat avec armes, type Kali, canne de défense, etc. Personnellement, tout ce qui est, tu le sais bien, il y a d'ailleurs des Français qui étaient venus à notre stage. Une des parties qui m'intéresse le plus de la ceinture jaune, c'est l'utilisation d'objets non conventionnels, où on tient une arme improvisée.
Donc, j'ai un gros programme sur ça. D'ailleurs, c'est la chose que je suis en train de préparer. Là, j'ai ma plateforme online qui s'appelle Krav Magapédia. Où on va mettre en ligne des formations. Et la première qu'on est en train de bosser dessus, justement, c'est les armes non conventionnelles ou armes improvisées. Donc, personnellement, j'adore ça parce que je trouve ça très intéressant. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des gardiens de prison, des gardiens de stade, des gens qui ont tout le temps affaire à des gens qui fabriquent des choses rapidement avec les mains. Donc, c'est vraiment un monde à part. Par contre, faire un système de quali pendant des années pour réussir à faire le système, c'est vrai que sur ça, je suis vachement critique. J'adore le quali, hein. J'en ai fait un tout petit peu. J'ai fait des stages avec des gens qui sont connus là-dedans. Et je leur avais d'ailleurs posé la question, d'ailleurs avec un champion du monde Wake Up, là, de plein contact. Qu'est-ce que tu utilises? Il m'a dit, j'utilise de 1 coup de bâton comme ça, en croisé de temps en temps quand le bâton est parti, et pas grand-chose de plus. Il m'a dit, tu tapes fort. Tu vois, moi, je dis toujours la même chose. Tu prends un mec, attention, hein, je parle d'un mec qui pratique un peu le couteau, et tu prends un boucher, et j'ai quand même plus de confiance en mon boucher qui a l'habitude de prendre un couteau pour de vrai, taper dans de l'os, taper dans de la chair et de pas perdre le couteau des mains, plutôt qu'une personne qui fait beaucoup de trucs dans le vide aussi, mais qui a pas l'habitude de traverser de la chair et de taper dans des os. Et pour moi, c'est exactement la même chose sur un coup droit. Alors, si tu prends Rafael Nadal, qui va te mettre avec un coup de bâton plein pot dans la tête et un champion de faire des trucs un peu folkloriques avec le bâton, je préfère me prendre le coup de bâton un peu folklorique que me prendre Rafael Nadal avec un manche à balai, tu vois. Donc moi personnellement, je suis plus sur le fait d'avoir une bonne arme, de frapper fort, tu vois. Si c'est un bâton par exemple, et sinon d'utiliser d'autres systèmes d'armes non conventionnelles. Mais là, ce serait long d'en parler parce qu'il y en a énormément à faire. Mais il est clair que dès que tu peux prendre une arme, l'arme c'est la première chose. Ouais. D'abord, c'est la distance. On met une barrière entre toi et l'agresseur. Numéro 2, une arme pour de bouclier ou d'attaque. Et numéro 3, frapper le premier si on n'a pas d'autre choix. Et à partir de là, c'est le boucle et revenir 1, 2, 3, 1, 2, 3 jusqu'à ce que tu arrives à t'en sortir. Les règles du Cobra Kai. Exactement. Mais j'avais fait un live, mes tout premiers lives sur les armes non conventionnelles, je crois, ou armes improvisées de mémoire. Armes improvisées, parce que j'ai beaucoup bossé en ce moment avec Protégor, Guillaume Morel, Protégor, tu sais, qui a écrit le bouquin Protégor d'ailleurs, qui a coécrit ce bouquin. J'aime beaucoup tout ce qui est lampe torche, petite lacrymo, etc. Je fais pas mal de tests en ce moment, je ferai peut-être des vidéos dessus. Mais pourquoi pas refaire si jamais ça dure, pourquoi pas faire un live là-dessus, live armes non conventionnelles. Je sais que j'avais loupé moi ton stage, j'avais adoré le faire avec la brique de Minwall, etc. On en avait parlé ensemble en privé, mais c'est un truc qui me passionne également. Alors, Fred Finistère, ne pourrait-on pas chorégraphier des combats souples pour progresser au lieu de faire juste ce que l'on peut, si on n'a pas d'expérience dans d'autres arts martiaux? Moi, personnellement, la chorégraphie, pour moi, c'est un peu comme si, sans être trop vulgaire, mais c'est comme si je me branlais et je me dis que j'ai fait l'amour, tu vois. C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est quand même mieux le deuxième, tu vois. Donc, personnellement, chorégraphier un combat, c'est plus un combat, c'est une chorégraphie. Donc, on peut pas chorégraphier un combat, tu vois. Par contre, il y a pas mal d'exercices et de jeux, oui. Après, si vous voulez, on en parle, pour pouvoir se lancer dans le combat. Tu vois, exactement pareil qu'il y a des exercices pour apprendre à nager, des exercices pour apprendre à faire absolument de tout. Il y a des exercices pour apprendre. Et souvent, les exercices qu'on utilise pour faire du combat, c'est un peu obsolète ou c'est un peu pas adapté à tout le monde. Donc, on va en parler, mais il faut quand même adapter la chose à la personne. Apprendre à faire du vélo. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je lui ai enseigné à faire du vélo comme tout le monde enseigne à faire du vélo. Ça veut dire, tu l'apprends, tu mets les roulettes, tu cours derrière, tu enlèves les roulettes, tu la lâches et elle s'est bien vendée, quoi. Ça n'a pas marché du tout. Donc ensuite, je me suis dit, il y a sûrement des professionnels, des gens qui ont étudié la chose pour voir comment est-ce qu'on enseigne à quelqu'un à faire du vélo sans les roulettes depuis le début. Et j'ai regardé ça, il y avait des méthodes en 30 minutes. En 30 minutes, elle a réussi à faire du vélo sans les roues parce que la méthode était adaptée et ça a été testé avec des putains de millions de gamins, quoi. Alors que nous, on utilise encore des méthodes qui sont, ça marche, mais ça marche pas pour tout le monde avec le même rythme. Des méthodes standards. Faire de la recherche,
pour pouvoir se lancer dans le combat. Se lancer dans le combat, il y en a certains qui vont se lancer parce qu'ils ont 2 neurones, ils s'en battent les couilles, et puis ils vont taper dedans, puis ça va marcher, mais ça marche pas avec tout le monde, malheureusement, au cours. 2 neurones, comme tu disais, un pour taper et l'autre pour continuer à taper. Ouais, c'est clair. Désolé, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, donc ça a dû couper un tout petit peu mon image pendant 2 secondes. Est-ce que tout le monde me voit toujours bien? Enfin, nous voit toujours bien, il n'y a pas de problème. Normalement, je te vois un peu plus beau qu'avant. Tu dis? Plus beau qu'avant? Je te vois un peu plus beau qu'avant. Bon, ouais, écoute, faut qu'on m'interrompe encore, et au bout d'une centaine de fois, je pense que c'est très pas mal. Alors, bon, après, dans le sens chorégraphier les combats, on a quelques chorégraphies plus ou moins, genre, tu sais, gauche, droite, uppercut, machin, décalage, enfin, c'est des petits drills, en fait. Est-ce que c'est vraiment de la chorégraphie? C'est pas un combat. Ça, c'est des combinaisons. C'est des combinaisons, ouais. C'est pas un combat, c'est vrai. C'est pas un combat, c'est plus un petit drill. Alors, tac. Ulrich Nativel, salut amigo. Pour progresser en combat, c'est mieux de travailler que du souple ou avoir du sparring mi-dur ou dur, voire dur mou. Est-ce que pour travailler, est-ce que c'est mieux le souple, le mi-dur ou le dur? Le mieux, c'est le souple. Et à mon âge, c'est encore mieux. Donc, plus tu montes, et moins il faut du dur. Mais tu es obligé de faire du mi-dur et du dur. C'est obligatoire. Ouais. C'est-à-dire faire que du combat souple. Que du combat souple, c'est pas faire du c'est pas faire du combat. Pour moi, le combat souple, c'est l'entraînement. Oui, bien sûr. C'est là où tu peux tester des choses, te mettre un peu dans le rouge, sortir un peu de ta zone de confort et faire des trucs. En mi-dur, tu essaies de placer voir si ce que tu as réussi à sortir un peu de ton combat souple peut passer dans une zone un peu plus inconfortable. Et ensuite, pardon, ça c'est mon écran qui s'éteint. J'ai tout. Voilà. Désolé, là j'ai un système d'éclairage avec l'écran, avec mon téléphone qui est pété, donc je regarde un peu dans le vide. Je sais pas trop où vous êtes, mais c'est un peu l'idée. Donc, et ensuite, le dur, c'est de la compète, pas pour les gens, mais ça reste de la compète, ça reste pas la rue. Donc c'est pour moi, il y a quand même plusieurs étapes, et t'es obligé parce que tu vois que il y avait des études qui étaient faites qui disaient que 70%, entre 70% et 80% de tes facultés, on va dire physiques, enfin sportives. Se barre en situation avec un peu de stress. Donc l'idée, c'est vraiment l'entraînement, driller ou alors faire des combats un peu plus durs de temps en temps, ça te permet de maintenir ça. D'ailleurs, on le voit tous, sur ton premier combat dur, la plupart des gens sont pas très bons. Sur le deuxième, sont pas très bons. Sur le quatrième, sont pas très bons. Puis ils ont fait 20 combats durs, c'est pas très bon encore, mais c'est exactement pareil que les mecs qui font des combats amateurs. Quand tu vois en boxe, on voit des mecs on se dit, oh putain, regarde Lomachenko, incroyable. Il est super bon en boxe, mais c'est des mecs qui ont 200 combats amateurs, plus les putains de milliers de combats souples à la salle, plus les combats professionnels, les sparring durs. C'est normal qu'il soit bon. Le mec, il vient de faire 500 combats normal et puis peut-être des milliers de combats, d'heures de combat. C'est obligatoire. Donc nous, c'est pas en faisant 2 combats durs à l'année qu'on peut essayer de se comparer avec des gens comme ça. Par contre, on a une version de nous-mêmes 1000 fois meilleure que si on l'avait pas fait. Oui. Parce qu'on a eu cette petite confrontation face à un peu de peur. Donc c'est ça, c'est juste vaincre un peu ses peurs petit à petit. Donc, par contre, si on fait tout le temps du combat dur avec des quiches ou avec une personne que je domine facilement et puis je fais ce que je veux et puis je le ruine, personnellement, ça t'apporte rien du tout non plus. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment essayer de trouver la personne qui est un peu au-dessus de toi, exactement comme un boxeur qui construit sa carrière. Si tu lui mets trop fort, il a quand même du talent, mais tu viens de le couler. S'il est nul à chier, le mec, il progresse pas. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment essayer de grimper un peu petit à petit. D'accord. Ouais. Oui, puis c'est vrai qu'en plus des combats durs, ça, comme dirait Paturel, ça permet de gratter un peu le vernis qu'on a sur sortir un peu la boîte à gifles ou sortir un peu la bête de son terrier à un moment, de sa grotte, pour pouvoir, moi je sais que après à voir si je pense que j'en avais pas mal parlé après mon premier combat dur, je m'étais jamais vraiment battu, peut-être 1 fois, 2 fois à peine, quoi, c'était très rare, mais en combat dur, tu sais que c'est un collègue, tu sais que tu crains pas grand chose, tu sais que tu as des gants, etc., mais le stress monte et tu te rends compte que tu arrives à faire des choses, à te dépasser, des choses que tu pensais pas pouvoir faire, quoi. Moi je me suis vu foutre des coups de genoux en pleine tête, alors que j'avais jamais pensé à faire ça, tu vois. Mais sur le moment, avec l'adrénaline, ça part, quoi. Ça part, tu t'encaisses des trucs, c'est pas propre, on est d'accord, mais tu sens que
bah, t'en as sous le capot, quoi. Et ça peut de comprendre un peu mieux ce qui pourrait arriver, de voir un petit fragment de ce qui pourrait arriver entre guillemets en réel, quoi, si jamais tu l'as jamais vu. Après, moi, je pense quand même que dans la rue, en réel, tu sais jamais ce qui va arriver. C'est tellement aléatoire, il y a tellement de facteurs. Après, sur le combat dur, moi, quand je vois que le mec, il est pas à l'aise, mais je vois qu'il est normal ou qu'il a un peu peur, c'est vrai que j'aime augmenter un peu sa peur. J'aime bien les prendre à part. Je leur prends la tête 2 semaines avant le combat dur, j'en parle beaucoup en cours. Je rajoute un peu de stress à ça. Donc, pas pour tout le monde, parce qu'en fonction de si je vois que le mec il est déjà comme ça, non. Mais si je vois un peu avant le combat dur, j'aime bien les prendre un peu à part et leur dire c'est quoi ta peur? C'est quoi ta peur? Et la plupart des gens, c'est des peurs vraiment stupides. J'ai peur de me faire casser le nez. Donc, je leur dis tout le temps, putain, mais c'est pas grave le nez. Le nez, après, on te le remet, c'est parfait. Par contre, les dents, ça coûte cher. Les dents, ça coûte cher. Et puis, t'as pas peur d'être tétraplégique? Donc, je lui montre une vidéo d'un mec qui a pris un mauvais KO, qui a fini tétraplégique ou qui est mort en boxe. Et je lui dis, tu vois, par exemple, lui, il est mort en boxe. Et là, hop, là, il se dit, oh putain, là, je viens de rajouter une peur qu'il n'avait pas eue, tu vois. Ouais. Et là, il fait son combat un peu plus stressé qu'avant. Donc, j'aime bien faire ça parce qu'après, ils se rendent compte que finalement, après le combat, ils se disent, ah ben, finalement, c'était pas si dur que ça, ou c'était pas si grave que ça. Et puis, tu relativises quand même vachement. Et puis, tu sais quoi, c'est ce que j'aime bien. J'ai toujours aimé cette phrase. L'homme mouillé ne craint pas la pluie. Plus t'en as tellement pris à l'entraînement. Le problème, c'est de faire, pour moi, c'est de faire du combat souple en cours. Et puis un jour ou l'autre, on te dit combat dur pour ton examen. Je trouve ça absolument stupide. Moi, j'aime bien monter crescendo. Ça veut dire, on a fait du combat souple. Moi, souvent, ce qu'on fait, on fait par exemple combat souple. Par contre, tout ce qui est low kick et frappe dans les jambes, c'est plein pot. Oui, d'accord. Ensuite, on monte un peu. Tout ce qui est frappe au corps, c'est plein pot. Ensuite, j'aime bien faire sans gants, en mode Kyokushinkai, et gifle à la tête et point au corps plein pot. Donc là, il faut faire attention parce qu'il y a les coudes, il y a les hanches, et puis ça peut faire mal. Et puis petit à petit, on monte comme ça. Après, on fait du combat avec casque, plein pot. Sans casque, j'aime pas beaucoup mettre le casque parce que c'est vrai que ça donne des mauvais automatismes. Et puis après, le poids au niveau des cervicales, il faut quand même le tenir. Mais de temps en temps, pour mettre les coups de tête, les coups de coude, ça reste quand même intéressant. Et puis après, je leur mets des thèmes. Après, je fais beaucoup de combats thématiques pour pouvoir lancer le combat. Et puis quand tu arrives au combat dur, tu en as tellement fait. L'homme mouillé ne craint pas la pluie. Au final, tu te dis, bah, c'est un de plus, un de moins. C'est pareil qu'il y a une semaine. Oui, c'est plus la grande épreuve de fin d'année, quoi. Exactement. D'accord, super. Alors, il y a pas mal de questions qui ont défilé. JS Bushido, salut amigo, bah, salut à vous, salut à toi. Il me dit bonjour à tous. David, ok. David toujours. Alors, comme pour un militaire, fusil ensuite, pistolet, ensuite couteau et ensuite dernier recours, pied-point. Oui, tu as Michael Ilous qui nous parlait des différents cercles, tu sais, de proximité. Exactement. Les armes longue distance, courte distance, les machins, les armes, la FIMO, les machins, et après tu arrives avec le fameux manœuvre. C'est clair, ouais, c'est sûr. Ok, tout le monde nous voit. Bon, super, tout le monde nous voit très bien. Ok, Fred te remercie pour la réponse. Philippe Martins, quelle place donnes-tu au combat un contre plusieurs dans tes cours? Ah oui, d'accord, ouais, 1 contre 2, 3, bref, la bande de loupards, quoi. Ouais, je fais pas mal d'exercices. J'appelle ça un peu comme Shiva, tu vois. Je me dis que si tu apprends à combattre contre une personne qui a 4 bras, après, quand il aura 2 bras, ce sera un peu plus simple. Donc, je fais beaucoup d'exercices, pas tellement 2 contre 1, mais des exos où ils viennent se saisir, tu viens frapper ou immobiliser les segments face à une personne qu'on a 2, tu vois, pour améliorer. C'est un peu comme courir avec un sac plein de pierres, quoi. Donc, un peu dans l'idée, hein. Même si au niveau physiologique, c'est pas non plus le top, mais j'aime bien faire ça. Après le combat 2 contre 1, on en fait de temps en temps, mais pas énormément. Parce que déjà, si la personne ne sait pas se battre contre une personne, elle va pas savoir se battre contre 2. Au moment où tu vas te battre contre 2 personnes, la base, c'est les déplacements. Oui, et c'est pour moi une partie du combat qui est la moins travaillée en cours, parce que les gens restent sur des trucs vraiment basiques. Vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés. Genre Amstrad CPC 464 à l'époque, tu vois. Là, on est déjà sur du 360 degrés. Donc, il faut apprendre quand même à faire des pivots, à faire des shuffles, des shiftings, des changements d'angle. Donc, c'est vrai que moi, je fais beaucoup travailler des dribbles de déplacement. D'abord parce que j'aime ça et je trouve que c'est très utile 2 contre 1 et contre arme. Tu es obligé de savoir te bouger 10 fois plus vite qu'à la normale. J'en fais beaucoup, ouais. Et une fois que je vois qu'on fait ça de temps en temps, pour leur faire rentrer un peu de stress, on fait du
du 2 contre 1, des trucs comme ça. Il y a un exercice qui est sympa à faire, c'est des changements de trajectoire pour analyser. Par exemple, j'aime bien faire, imagine, ils sont 5. Donc, je mets numéro 1, 2, 3, 4, 5. Et je dis, par exemple, numéro 2. Ce qui fait que numéro 1, 3, 4, 5 doivent frapper le numéro 2. D'accord. Donc, il a le droit de courir, hein, il a le droit de courir dans la salle. Des fois, les mecs, ils veulent combattre un peu, après, tu te rends compte que celui qui court et qui a fait un peu de parcours, tu vois, il est meilleur que le reste. Donc, tu cours entre les gens, tu pousses les gens. Là, ça devient vraiment baston de barre. Et ensuite, pendant qu'ils sont en train de frapper, de temps en temps, je change le nom. Je dis 4. Bon, et tout le monde se tourne, tout le monde va vers 4. Et là, comme tu sais que tout le monde peut frapper tout le monde, au bout d'un moment, tu y vas avec moins non. Exactement. Donc, c'est un peu l'idée, tu vois. Après, je fais beaucoup un exercice aussi que j'avais fait sur plusieurs stages. On l'avait fait à Annecy, par exemple. 1 contre 1. Quand je dis top, les 2 se battent contre 2 autres. Ah oui, on l'a fait, c'est bien fait, ça me Quand je dis tape, 4 contre 4. Quand je dis tape, et ça augmente en zone. Jusqu'à arriver, par exemple, à Annecy, on était, je sais pas, à 75 contre 75, et tout le monde se rentre dedans. Et ça, c'est sympa parce que c'est plus du combat 2 contre 1, c'est du combat tout le monde contre tout le monde. Et pour moi, c'est 2 optiques totalement différentes. Donc, c'est 2 choses qu'il faut travailler en cours de temps en temps. C'est vraiment une personne contre 2. Une personne contre 2. Il faut savoir que souvent 2 personnes, c'est plus compliqué que 3. Parce que si vous regardez ça, c'est un peu comme dans une entreprise. Il y a toujours le troisième qui sert à rien. Il y a le troisième qui est là-bas derrière, qui essaie de mettre une frappe par au-dessus et qui sert absolument à rien. 2 personnes bien avec une bonne coordination sont pires que 4 mal coordonnées. Exactement. D'accord, super. Alain Maillard, salut les amis. Bah écoute, salut Alain. Depuis Alain. je vais passer en Belgique et que je ne peux pas. Mais Vas-y, pas, c'est tout pourri la Belgique. Je ferai une vidéo prochainement là-bas. David, alors, dois-je travailler mes capacités en fonction de mon gabarit? Exemple, si je suis lent et lourd, je dois travailler plus les phases de corps à corps que le pied-point. Est-ce qu'on doit adapter son entraînement à son gabarit? J'ai l'impression que c'est ça en fait. Ouais, moi personnellement, il y a un dicton militaire qui dit on ne fait pas d'un mouton un lion, ni d'un lion un mouton. Un lion, ça a des pattes de devant, ça griffouille, ça mord. Et un mouton, ça peut mordre avec ses petites dents et ça peut mettre des coups de patte vers l'arrière, tu vois. Et essayer d'utiliser la technique de l'un sur l'autre, ça reste quand même compliqué. Il y a des attributs physiques quand même qui aident vachement en combat. Faut pas se leurrer. C'est-à-dire, si je mesure 1m70 et j'ai une envergure de bras de 2m50, c'est clair que je vais avoir plus de facilité. J'ai un petit corps à toucher et des longs bras pour toucher. Le gibon. Donc, exactement. Il y a qu'à voir les statistiques à l'UFC. Tu prends la plupart des grands champions de l'UFC, pas tous, heureusement, parce que sinon ce serait triste, mais la grande majorité des très grands champions ont une envergure au-dessus, une allonge plus grande que la moyenne. Mohamed Ali, c'est 1m96, 2m20, je crois, d'allonge. C'est énorme. Georges Saint-Pierre, c'est 1m78, et si je dis pas de conneries, c'est 2 mètres et quelques d'allonge, ou 1m96. C'est énorme. Le mec, il a des bras de singe. Et la plupart, tu regardes les mecs hyper bons, John Jones, il te met un coup de coude, tu lui mets un coup de poing. C'est les mecs qui ont quand même une grande allonge. Ça aide quand même vachement. Après, sur les morphologies, il est clair qu'il faut adapter ta morphologie à ton type de combat. Par contre, tu vas devoir adapter ton type de combat à l'adversaire qui est en face aussi. Complètement, il est fuyard, il est bagarreur, il est rapide en bras. Il y a quand même des bases qui se voient dans les sports de combat, qui sont des sports de contact, qui sont quand même importants. Le mec, il est rapide et puissant en bras, il faut aller aux jambes. Court ou pas court, il faut couper les jambes pour couper les appuis pour qu'il y ait moins de vitesse et moins de puissance à l'heure de boxer. Donc, il faut quand même essayer d'avoir un peu de stratégie. Je suis pas très explosif en allant vers l'avant pour rentrer au corps à corps, pour rentrer gauche-droite par exemple. Il vaut mieux tourner et faire l'escargot, se rapprocher sur un cercle concentrique. Parce que sinon, la ligne droite, je suis encore moins rapide. Donc, il faut essayer d'être un peu plus malin. Donc, en fonction de ça, oui. Après, être petit et toujours devoir rentrer au corps à corps, ça dépend. Corps à corps en boxant ou pas. Regarde Mike Tyson, il n'était pas petit, mais par rapport aux autres, il était vachement plus petit. Donc, il adapte sa stratégie par rapport à la personne. Donc, c'est un peu, surtout, si tu es un peu plus court en bras, c'est clair qu'il vaut mieux mettre des frappes en crochet, un centre plus rapide, que mettre des directs où ton manque d'allonge ne permet pas de frapper très sec sur une frappe directe. Et c'est un peu l'inverse si t'es long, quoi. Donc, tout ça, c'est vrai que c'est compliqué, mais l'entraîneur, s'il est bon, il va adapter la manière d'orienter un peu ton technico-tactique à ta morphologie.
Si tout le monde combat pareil dans la salle, c'est qu'il y a quand même un gros souci. Il y a des trucs qui marchent tout le temps, pratiquement tout le monde, mais il faut quand même s'adapter un minimum, quoi. Sinon, tu progresses jamais. On revient sur ce que tu disais, la pédagogie, et puis ouais, encore une fois, adapter un petit peu sa pratique à ses élèves. Ce qui est compliqué des fois quand j'imagine certains clubs qui ont des, j'ai vu pas mal de clubs avec mes vidéos, et c'est vrai que t'as des clubs des fois petits, donc le professeur est là derrière chaque élève avec des petits conseils avisés, et des fois des salles qui sont beaucoup plus grandes. Alors en général, c'est des salles très grandes, ils ont plusieurs professeurs à se regrouper, mais c'est vrai que oui, dans l'idéal, c'est sûr, adapter présenter une technique, et après faire son propre craft, parce que les professeurs le disent souvent d'ailleurs, la technique c'est bien, mais après il faut faire tes spéciaux, tes techniques, ce qui marche pour toi, ce qui marche. Moi, je suis grand, projeter quelqu'un de plus petit que moi, je vais pas m'amuser à passer sous son centre de gravité pour essayer de m'amuser à le projeter. Le problème, c'est que les gens ont souvent tendance à vouloir faire ce qu'ils aiment. Ils sont pas faits pour ça. Moi, j'ai des élèves qui aiment bien ce genre de combattant, ou alors qui ont un partenaire en cours qui fait un truc, ou qui veut faire exactement la même chose que moi, mais on n'est pas fait pareil. On n'a pas la même vista ou le même timing. On n'est pas fait pour ce genre d'attaque. Ils essayent de le faire. Ils me disent non, mais je suis bon quand je le fais. Non, t'aimes faire ça. Oui. Le fait que t'aimes faire ça, c'est que t'es pas bon pour faire ça encore. C'est-à-dire, il y a aucune relation entre ça, tu vois. Donc moi, j'adore la capoeira. Je trouve ça magnifique, mais je suis une brêle. Je sais même pas faire une roue sur les mains. Donc je m'en rends compte, mais il y a des gens malheureusement qui s'en rendent pas compte. Et c'est ça le problème. Tu vois, il y a ce qu'on dit souvent, et en philosophie ils en parlent. C'est le fait que ça s'allume ou pas? C'est le fait que c'est le hérisson et le renard et le hérisson. Tu vois, le renard sait beaucoup de trucs. Le hérisson, on connaît un, mais il le fait très bien. Et ça, c'est le problème des gens. Il vaut mieux savoir très peu de choses et être très bon dedans, très très bon, et bien dominer avec plusieurs variantes et mais vraiment bien calé sur 3 trucs vraiment bien faits, qu'en connaître 15 et n'en passer aucune en combat. Tu les passes sur de la technique, tu les passes sur des combats un peu souples, mais ensuite, dès que ça augmente un peu la dureté ou la vitesse, tu es incapable de passer ça. À quoi ça te sert? À quoi ça te sert? C'est bien de connaître des trucs pour pas te les prendre, par exemple au sol. C'est intéressant de connaître beaucoup de clés pour pouvoir les éviter plus tard, mais les meilleurs du monde, ils ont 3 spéciaux, ils connaissent tout, ils ont 3 spéciaux qui placent absolument à tout le monde. Ouais. On en parlait, ça me fait penser à ce que faisait Michael Hughes, ou dans ses bouquins, il écrit très bien, le choix technique, par exemple. Si tu as une boîte de techniques formidable, mais le temps que tu as la droite qui arrive, alors qu'est-ce que je fais comme technique pour les éviter? Tu t'es déjà pris, quoi. Mais ça, c'est la loi, en self, c'est l'une des lois les plus importantes, c'est la loi de Hick. On a Franck Boucher qui est là. Salut Franck. Salut Franck. Salut Francky. Il nous dit c'est mieux quand les C'est bon. Ouais, mais tu vois, sur cette partie-là, ça reste quand même important. C'est la loi de Hick, c'est ce qu'il dit. Ouais. Tu vois, plus tu as d'options face à un problème, plus tu mets du temps à choisir. Et puis, c'est exponentiel, tu vois. Donc, c'est pas proportionnel. Donc, c'est très intéressant. Donc, la loi de Hick, c'est quand même, il vaut mieux être très court. C'est-à-dire, si quand tu arrives, par exemple, tu as une chaîne de télé, tu as 800 putains de chaînes, tu sais pas quoi choisir. Si tu as une chaîne comme avant, bah, tu as ta chaîne et puis tu es content de voir ce que tu vois. Et ben, c'est exactement pareil en combat. Tu vois, si tu sais faire une bonne défense, en boxe, ils ont pas 20 millions de défenses. Tu pars, tu bloques, tu esquives et voilà. Tu as 3 choses et les frappes, c'est ça. Et sinon, tu l'absorbes. Donc, il n'y a pas 1 million de trucs. Par contre, à répéter ces 4 trucs tout le temps, bah, tu les fais mieux qu'une personne qui fait 45 défenses contre le même type de frappe. Et c'est toujours la même chose. Après, au niveau de l'apprentissage, pour en revenir 2 secondes sur ce qu'on nous a dit tout à l'heure, pour moi, tu vois, il y a, je sais pas si tu connais le livre, les 7 profils d'apprentissage. Je suis pas bien, j'aime pas le truc de mettre dans des cases les gens, mais 7 profils d'apprentissage, tu as plusieurs manières. Les motivations différentes des gens, le type de gens différents, et ensuite, ça va comme ça. En fait, tu montes. Ce qui fait que tu as, selon eux, 87 ou 84 possibilités d'apprentissage différentes. J'aime pas bien classifier les trucs comme ça, mais le bouquin est intéressant et tu te rends compte quand même qu'il faut quand même s'adapter à la personne. Le problème, c'est souvent, pour moi, je critique les profs, mais tout sport confondu. J'ai eu la chance de m'entraîner avec des gens qui étaient champions du monde dans beaucoup de disciplines. J'ai eu énormément de champions du monde en JJB, que ce soit en France ou en Espagne, et pas tous sont des bons profs. Le mec qui mesure 2 mètres, il pèse 120 kilos, il va t'enseigner exactement pareil que lui. Et t'es pas pareil que lui. Déjà, on n'a pas la même motivation,
on n'est pas fait pareil, on n'a pas la même souplesse, il a aucune possibilité d'adaptation par rapport à son élève. Et puis il y en a d'autres qui sont plus costauds que lui ou plus grands et qui vont s'adapter parfaitement à la personne. Ouais. Le problème, c'est qu'on a nos élèves et puis on se dit, ils sont comme nous, tu vois. Et au niveau des biais cognitifs, il y en a beaucoup qui connaissent ça, mais c'est vrai que c'est exactement ça. Ce que je pense que tu penses pareil que moi. Et c'est pas comme ça, tu vois. On n'est pas fait pareil, on pense pas pareil, on n'a pas la même logique. Donc, il faut quand même apprendre à observer les élèves, à les regarder. Normalement, je répète, j'en profite pour répéter que nos cours de Krav, la manière dont on les structure à la FEKM, si c'est bien fait, on passe quand même par le VOC, visuel, auditif, VAC, VAGOC, olfactif et gustatif. Mais on les a. On a la partie on démontre, le visuel. Ensuite, on devrait avoir la partie où on explique et la partie kiné, quand on se déplace dans la salle pour corriger les gens en les puissant. Exactement. Au bout d'un moment, tes élèves, tu les connais, tu sais qui est. On a tous. On n'est jamais une seule chose, mais on est plusieurs. Mais on a une prédominance vers un des secteurs. Une fois que tu le connais, ça sert à rien de lui expliquer en parlant à ton élève une technique si tu sais qu'il est parfaitement visuel. Moi, il y en a certains, je leur parle même pas, hein, je leur montre. Il y en a d'autres, je dis rien, je les fais bouger comme si c'était des marionnettes, parce qu'ils le comprennent pas sinon. Donc, une fois que tu les connais, tes avancées, bah, tu peux les faire progresser 10 fois plus vite. C'est une question d'apprentissage. L'apprentissage du combat, ça passe déjà par le mot apprentissage. T'as beau être bon au combat, si t'as aucun apprentissage, manière d'enseigner, ça sert absolument à rien. Ouais. C'est totalement inutile. C'est la différence entre les grands experts et les grands professeurs. T'as des professeurs Exactement. Qui sont pas de performer, mais qui enseignent très bien, et inversement. Et le mieux, c'est d'avoir évidemment les deux, quoi. Il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais professeurs. Le problème, c'est que souvent, il y a des élèves qui sont tellement mauvais que tu as envie de leur mettre des grandes claques dans la bouche en leur disant, putain, mais qu'est-ce que t'es mauvais, comment tu peux avoir 45 ans et être en vie, quoi. Tu vois, le mec, il est décoordonné, il tombe presque en marchant, tu te dis, mais t'es jamais mort, t'es jamais tombé dans les escaliers. Tu vois, tu as envie de leur dire ça, mais bon, au final, bah, tu travailles et puis tu t'améliores ça, quoi. T'améliores ça, ouais. Il tombe moins ta patience. Tu respires. La zénitude, un carré est un cercle est un carré, tu respires. Exactement. Alain Bayard qui demande pourquoi demander à Alex, il y connaît rien en combat. C'est clair. Moi, je fais des trucs bizarres. Après, il précise, c'est bon, je les connais. Hein. Bah, t'inquiète pas, Alain, on le sait bien. Wilfried, salut à tous, salut à toi. Alain qui en espagnol, dis donc. Ils savent parler espagnol en Belgique maintenant. Muchos besos amigos. Eh ben écoute, on te rend l'appareil. Au plaisir de te voir prochainement. Diego, c'est quoi le plus important pour le combat? Les déplacements, le timing ou le contrôle de la distance ou quelque chose d'autre? Pour moi, c'est le contrôle de la distance. Mais le contrôle de la distance, il se fait avec quoi? Avec les déplacements. Oui. Moi, en cours, j'explique tout le temps ça aux élèves. C'est l'exemple que je prends. Je dis, j'ai Mike Tyson en face de moi. Il est à 20 mètres. D'accord? Et je lui dis que c'est un gros enculé, que c'est un fils de pute et que je lui pisse dessus, tu vois, par exemple. Je m'en bats les couilles. Il est à 20 mètres. Tu vois. Par contre, c'est vrai qu'il court vite et qu'il court longtemps. Donc, j'espère pouvoir courir plus vite et plus longtemps que lui. Tu vois. Donc, ça, j'espère pouvoir tenir un peu la route sur ça. Mais à 3 mètres, tu commences à avoir un gros souci. Et puis, à 1 mètre, c'est encore plus compliqué, tu vois. Et pour moi, c'est exactement ce qui se passe. Tu vois, c'est vraiment le contrôle à distance, c'est fait par les déplacements. Donc, pour moi, ce serait le plus important. Parce que le mec, il a beau avoir un couteau, s'il est à 10 mètres, il me fait rien du tout. Il a un flingue, il est à 10 mètres, il va avoir du mal à me toucher aussi. Ouais. Donc, c'est toujours ça. Toi, tu as la bombe atomique, je suis à l'autre bout, tu as quand même du mal à me toucher pareil. C'est toujours la même chose. La distance, dans toutes les guerres, le contrôle de la distance, c'est tout ce qu'il a fait. Les arcs anglais contre les arcs français. Oui. Toujours le fusil qui allait plus loin. Et voilà, pour moi, c'est toujours ça. Pour moi, c'est d'abord, c'est la distance. Ensuite, important pour moi, c'est la précision. Il faut être précis. J'ai beau avoir un bazooka, si je te tire à 2 mètres, ma pierre que je te fais comme ça dans l'œil, elle va te faire plus de mal que le missile qui passe à 2 mètres. Donc, pour moi, c'est vraiment ensuite la précision. Et ensuite, il y a la puissance, parce que s'il n'y a pas de précision, le mieux, c'est d'avoir de la puissance et de la précision. Pour moi, c'est ça, tu vois. C'est vraiment, on cherche souvent des trucs compliqués. Souvent, je répète en cours la différence entre l'efficacité et l'efficience. Tu vois, oui, ouais. En Krav, il faut être efficient, il ne faut pas être efficace. Il faut essayer d'être efficient plus qu'efficace. Ouais, parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer le combat, si je vais pouvoir fuir, si je vais pouvoir appeler, si je vais pouvoir, moi, me checker après l'agression pour voir si j'ai pas pris, si je suis pas en mode passoire. Tu vois, c'est un peu l'idée. Donc, c'est vraiment des trucs qu'il faut quand même bosser. Et pour moi, le contrôle à la distance, c'est la priorité. Tant que tu les maintiens à distance, il n'y a aucun problème. Oui, le problème, c'est que quand il n'y a plus de distance, on parle du combat, attention. Hein.
On parle pas de tout ce qui est post ou pré-agression, hein, bien sûr. Hein. Non, oui, dans l'agression, ouais. Ok. Amine, bonsoir à tous, bonsoir à toi. Christophe, n'est-il pas plus intéressant de travailler sous pression, ce qui se rapproche de la rue, plutôt que le combat qui s'apparente à un combat sur un ring, sans délaisser le combat toutefois? Moi, personnellement, hein, après, travailler ce qui se rapproche dans la rue, comme dans la rue, on sait absolument pas ce qui va nous arriver, c'est quand même compliqué de le travailler. Tu vois, donc j'ai quand même du mal parce que je me dis, comment tu le bosses? Alors moi, dès qu'on m'a fait dans des clubs ou des merdes, tu sais, des trucs de stress avec des boucliers, on le bouscule et tout, les trucs comme ça. Ah oui, d'accord, ouais. Après, on crie dessus, on te jette de l'eau dans la gueule et tout. Moi, personnellement, à part me faire marrer, ça m'a jamais fait monter mon stress. Hein. Donc, tu sais, ça me rappelle un peu un test qu'ils avaient fait avec des militaires américains, des Marines, où on leur avait mis un cardiofréquence-mètre, j'allais dire en espagnol, un cardiofréquence-mètre, et on leur avait fait un peu tout, tu sais, ramper sous le barbelé, en tirant au-dessus du barbelé, explosion et tout ça, pour voir un peu comme ça montait au niveau du stress, tu vois. Ouais. Et puis, s'était rendu compte que la plupart avaient eu un niveau de stress, enfin un niveau, pas de stress, mais un niveau de montée cardiaque plus haute pendant le discours final, où ils devaient être face à toute leur famille, à tous leurs amis, à tous les généraux et tout ça, et devoir parler face au public. Donc, tu vois, des fois, les fréquences cardiaques, ça monte pas quand tu voudrais, quoi, tu vois. Donc, moi, personnellement, non. Par contre, mettre les gants face à quelqu'un qui est très fort et de se dire qu'il va me cartonner la gueule, ça m'a toujours fait un peu plus stressé qu'autre chose. Tu vois, les combats du handicap, c'est vrai que j'ai jamais senti le stress. Je vais pas te mentir, hein. Je vais pas dire non, moi, le truc, sentir que je peux pas respirer, je m'en suis toujours absolument battu les couilles. Et c'est pas bien, d'ailleurs, Richard me l'a souvent reproché. Alex, mets un peu plus de stress, t'es trop tranquille et tout ça, tu vois. Mais, sur des sparring avec des gens que je connais qui sont très bons, ouf, quand tu sais que ça va taper, qu'il y a une différence de poids et que le mec, il envoie dur, quand même, tu transpires. Quand même, là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Donc, moi, personnellement, le stress, il faut trouver ce qui te fait peur. D'ailleurs, dans nos stages, moi, j'aime bien faire sur les stages, on avait fait, tu te rappelles, le canyoning et tout ça. Tu vois, pour moi, vaincre tes peurs, c'est de tout. Moi, j'avais la peur de la hauteur, par exemple. Et je sais qu'il faut pas le faire, attention, mais je me mettais en équilibre sur le bord de l'immeuble. Tu vois, d'accord. C'était un 5e étage, je me mets en équilibre au bord de l'immeuble, en équilibre. Je lève une jambe, je lève l'autre, c'est dangereux, mais ça m'a permis de vaincre ma peur. Je l'ai fait progressivement, et puis maintenant, je m'en fous, quoi, tu vois. Et puis c'est un peu ça, donc chacun a ses peurs, et après l'agression de la rue, ça va tellement vite. Si tu passes de blanc à noir, t'as beau faire ce que tu veux, t'es dans la merde. Si tu l'as senti venir petit à petit, t'as un peu plus de possibilités de gérer ça. Après, c'est vrai que tout ce qui est respiration tactique, par exemple, on va essayer de baisser un peu ses pulsations, ça reste un travail qu'on peut faire en cours et qui reste intéressant. Je ferai une vidéo prochainement sur la respiration tactique, c'est dans mon planning. Quand on parle de blanc à noir, on va pas trop en parler parce que ça prend du temps, mais c'est les couleurs de Jeff Cooper, couleurs de vigilance. Hein. N'hésitez pas, j'avais fait une vidéo là-dessus qui est plutôt bien détaillée. Enfin, j'ai pris pas mal de temps à la faire. Et donc j'explique tout ça. Et d'ailleurs, j'ai pris des exemples que tu avais mis en stage notamment. Donc voilà, c'est assez bien expliqué. Alors. On a Benny qui nous dit « Salut à tous ». Bah écoute, salut à toi. Alex, peux-tu nous donner quelques exemples de combats à thème? Merci d'avance. Alors, attendez. Je vais regarder si j'en ai noté. Parce que… moi, par exemple, les combats à thème, d'accord, il y en a un paquet de jeux qu'on peut faire. Hein. Il y en a quand même pas mal. Pour moi, par exemple, c'est pas des combats à thème. D'ailleurs, je ne savais pas si on l'avait pas fait en Belgique et à Tonon. Je ne sais pas si on l'avait fait. Mais pour moi, par exemple, plus que des thèmes, qui est intéressant, c'est travailler un peu sur maintenant ce qui est un peu à la mode, IQ Fight, c'est intelligence de combat. Tu vois, l'UFC ils te mettent IQ Fight, mais non, c'est comme le niveau. Lui, il est intelligent. Lui, c'est le bourrin qui bloque tout avec son nez, et lui, c'est un peu plus McGregor qui joue au centimètre et qui essaie de toucher sans être touché. D'ailleurs, c'est ce que je dis tout le temps en combat. L'art du combat, c'est très simple. Hein. C'est être le suffisamment proche pour toucher et le suffisamment loin pour ne pas être touché. C'est ça le combat. Ça se résume à ça. Tu vois, c'est toucher sans être touché. Donc, un résultat, par exemple, pour travailler l'IQ Fight, moi, c'est très dur à travailler parce qu'il y a des gens qui ont vraiment du mal, qui sont tellement bourrins, qui ont tellement peur lors du combat, même si c'est souple, qui sont tendus, qui voient absolument rien. Donc, moi, j'ai inventé un système où je fais des petits papiers. Il y en a beaucoup qui l'ont fait avec moi en stage. J'ai des petits papiers
où il y a un paquet de thèmes de différents combats. La personne qui lit le papier doit faire une chose à la personne qui est en face. D'accord. Donc ça peut être tourner que sur ma gauche, tourner que sur ma droite, faire toujours 2 bras, une jambe. Tu vois, donc ça peut être 2 bras, 2 frappes libres en bras, plus une jambe à la fin. Tu vois, ou frapper que en gauche, que du latéral gauche. Toujours esquiver avant de frapper. Tu vois, il y a énormément de thèmes comme ça différents. Et il y a une personne qui est face à 10 personnes qui ont le papier. Donc je combats face à cette personne, j'ai 20 et quelques secondes ou 30 secondes, la personne me fait, moi je combats en face, et je dois essayer de deviner qu'est-ce qu'il a écrit sur son papier. D'accord. Et donc ça permet toi de pas être dans un combat où moi je vais lui faire ça en combat. Et puis voilà. Tu vois, c'est souvent quand on allait nous en voiture combattre contre quelqu'un d'une autre école. Dans la voiture, on me dit souvent, moi c'est vrai que j'aurai tout le temps des combats, tout le temps. Les gens me disent, mais putain, t'en as pas marre de regarder des gens qui se tapent? Non, en fait, j'aime bien. Donc je regarde des combats tout le temps. Et les mecs qui sont derrière, ils se prennent la tête. Alors moi, dès qu'il va me faire une gauche, je vais lui envoyer une droite, et dès qu'il va me mettre la droite, je vais lui faire ça. Et ils font des mind mapping de combat de ouf. Mais moi, je l'ai fait aussi au départ. Hein. Et puis au final, le mec, il te donne tout le temps la frappe que tu n'avais pas prévue. Tu vois, où il te fait le truc de merde. Résultat, on me dit souvent, mais Alex, qu'est-ce que tu penses? C'est bien ce que j'ai mis comme stratégie? Et je lui dis tout le temps, dans une voiture, il y a un mec qui est en train d'arriver au même endroit que nous et qui est en train de faire la même stratégie contre toi. Tu n'as aucune idée de ce qui va arriver. Donc en combat, le thème d'avoir les petits papiers, ça te permet, toi, de combattre, mais de penser à ce que fait l'autre. Comme ça, tu peux t'adapter dans le futur. Exactement. Tu apprends à faire ça. Après, en thème de combat, je fais beaucoup, par exemple, un qui travaille beaucoup en direct. Il a droit que de donner des frappes directes, des coups de coude directs, des coups de genou directs, coups de pied directs, des coups de pied retournés directs. En fait, tout ce qui rentre dans le tunnel, c'est à l'intérieur de mes épaules. Là, il va venir travailler. Et l'autre, il doit travailler que tout ce qui passe sur les extérieurs. D'accord. Il faut que tu arrives à être malin, parce que c'est quand même compliqué, parce que moi, si je sais que tu vas me donner que des frappes directes, si je suis un peu fermé, c'est hyper difficile de trouver un espace, tu vois. Et l'autre, c'est pareil, hein, si je suis comme ça, les bras ouverts, frapper sur l'extérieur, c'est hyper compliqué. Mais ça permet de mettre en place des stratégies pour pouvoir trouver une solution au problème que je t'ai donné. C'est ça, de faire des combats à thème. C'est sortir de sa zone de confort, de pas toujours faire ce pourquoi je suis bon ou fait à faire. Donc, ça te permet de sortir et t'améliorer petit à petit. Après, on peut faire un qui travaille qu'avec son côté devant, gauche-droit, si tu es en droitier, bras gauche, jambe droite, et l'autre qu'avec son bras arrière, sans changer de garde. Donc, pareil, trouver des stratégies de feinte, de timing, pour pouvoir rentrer mon bras arrière contre un bras avant. C'est que des gens de travail comme ça. Après, ça peut être des trucs plus compliqués, par exemple. Des fois, je leur fais bras attachés. Donc, tu as un bras qui est bloqué, tu peux travailler qu'avec un seul bras. Ou un œil fermé. Si j'ai pris une grosse coupure dans la rue, j'ai l'œil gonflé, tu vois absolument plus rien de ce qui vient en circulaire de ce côté, apprendre à changer de garde ou à orienter mes déplacements pour pouvoir voir un peu plus, tu vois. C'est un peu ça l'idée du truc. C'est essayer de trouver des petits thèmes. Un qui travaille qu'en ligne basse en jambe, l'autre qu'en ligne haute. Bien sûr, il y a les thèmes plus classiques. Un qui fait que rentrer au corps à corps, un qui ne fait que maintenir la distance. C'est un peu ça. C'est dans le combat, dans la partie de la ceinture jaune, il y a une partie qui s'appelle travail des déplacements pour casser la distance, tu vois, défendre les frappes et tout ça. Ça, en fait, si tu es bon dans ça, tu peux aller à l'UFC. Le problème, c'est que c'est tout un art d'être bon dans ça. Il faut, contrôler la distance, 2, contrôler les niveaux. Voilà. Il rentre pas, il baisse le niveau. Et 3, contrôler le rythme du combat. Si tu sais contrôler ces 3 choses, tu t'appelles Mayweather. Et si tu t'appelles Mayweather, tu gagnes 128 millions de dollars par combat. Et donc, c'est pas donné à tout le monde de contrôler ces 3 choses. Lui, c'est le meilleur du monde pour contrôler ces 3 choses. Et voilà. Et il sait faire 3 choses incroyablement bien, le mieux peut-être de l'histoire, mais personne ne le touche. Et c'est exactement ce qu'il faut essayer de faire sur les thèmes. Donc, après l'idée, ton élève, c'est vraiment un thème pour un élève en particulier. Tu vois qu'il est hyper mauvais sur un thème. Toi, tu lui mets tout pour pouvoir l'obliger à rentrer dans ça ou défendre ce type de frappe. Exactement. C'est ça les combats thématiques. D'accord. Mais bon, ça, on pourrait, il y en a une tonne. Après, il y a des combats thématiques pour travailler un peu la détermination, le fait de rentrer. Les gens qui sont un peu passifs. Il y a un thème que Steve faisait souvent qui est hyper intéressant. À chaque frappe que je reçois, il faut que j'arrive à lui en mettre 2. Oui, j'ai connu ça aussi. Un prof, il nous avait je reçois une frappe, il doit en prendre 2. Mais s'il est en train de me frapper pendant ce temps-là, je calcule et j'envoie. Donc, j'essaie tout le temps de lui mettre le double de ce qu'il me met. Ça permet de travailler un peu la détermination. Attention, je dis pas que c'est des choses qu'il faut toujours faire en combat. Mais je dis que ça te permet de travailler des aptitudes qui te permet ensuite d'améliorer d'autres choses. Et ça, c'est un très bon exercice, par exemple. Donc, à cibler un petit peu, ouais. C'est vrai que moi, j'aime bien on dit toujours, les gens disent toujours sortir sa zone de confort. Et moi, je préfère l'expression élargir sa zone de confort. Que tu en sors pour mieux l'élargir. Au final, plus tu pratiques,
plus ta zone de confort, bah, elle est là, elle est là, elle est là. En Wiimote, les bains froids, moi je vais en hiver, là, de temps en temps, me baigner dans la mer. Bon, à l'époque, c'était douche chaude quotidienne. Après, au printemps, douche froide. Bon, après, maintenant, j'arrive à me foutre dans la flotte en hiver. J'ai élargi ma zone de confort, quoi. Exactement. Mais tu vois, par exemple, la limitation des profs, des jeux que tu peux trouver, c'est la limitation que se met le prof à l'heure de chercher. Oui. Ce qu'il faut, c'est étudier, lire énormément, analyser, tester, revenir. Moi, tristement, mes élèves, c'est des cobayes. Hein. C'est des cobayes. Moi, ce que je fais, c'est un groupe du matin, je vais leur enseigner une technique, par exemple, de sol d'une certaine manière, et le groupe de l'après-midi d'une autre manière. Je vais pas vous mentir. Souvent, je fais ça. Et les rendus. Et bam, 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 au bout de 3 mois, on a drillé un truc à mort. Je regarde qui arrive à le passer le plus en combat. Après, ça dépend aussi de la personne. Mais quand même, quand tu as 80% du groupe la place mieux que 80% de l'autre groupe, il y a peut-être un facteur qui n'est pas dû seulement au fait de la personne. C'est peut-être aussi de ma faute. Donc là, je me dis, j'aime bien faire ça comme ça. Donc, je pense vraiment que c'est pas tromper les gens, tu vois. Parce que peut-être que je me suis trompé sur le groupe, quoi. Mais c'est vraiment essayer d'améliorer le prof en lui-même, tu vois, il faut vraiment sortir, nous aussi, notre zone de confort. Tu te rappelles qu'on avait fait l'exo, j'aime bien faire ces exos-là, et tu vois, on m'a beaucoup critiqué à l'époque, on me disait, mais ça sert à rien. Et puis, quand Lomachenko, en boxe, il a commencé à le faire, tout le monde m'a appelé en me disant, putain, mais c'est exactement ce qu'on avait fait en stage il y a 4 ans. La table de Schultz. Tu as une table de Schultz, c'est pour apprendre en lecture rapide, avoir une plus grande vue latérale et tout ça. Tu regardes un numéro au centre, si vous regardez, il y a plein d'applications, tu peux l'imprimer, lui il le fait sur des cartons géants. C'est ça. Ou mémoriser des listes de mots pendant que je suis en train de combattre, ou en train de faire du PAO, ou en train de faire des défenses en 60 degrés. Donc je suis en train de faire mes défenses, et puis on me répète une liste de 15 mots. Et il faut essayer de s'en rappeler juste une fois le maximum de noms. Et on a beau me dire ce qu'on veut, mais les meilleurs de ma salle, ils en retiennent 10-12. Et les mauvais, ils en retiennent 0 ou 1. Et les gens normaux, ils en retiennent 2-3. Plus tu es bon dans un truc, plus tu le fais en automatique, plus tu peux penser à autre chose. Et ça, je le vois. Les meilleurs que j'ai à la salle en middle, qui t'envoient des middle plein pot, ils sont en train de taper les middle, ils retiennent leur liste de mots. Chose que les autres sont incapables de faire. Incapables. Donc, c'est que ça n'a pas été travaillé suffisamment. Pour moi, c'est deux choses différentes. Ces personnes-là y arrivent. Exactement. C'est une question de travail comme toujours. Quand tu conduis ta voiture, au départ, tu es là à regarder tout partout, et après, tu arrives à avoir des images, mais c'est pareil, t'arrives, on appelle ça j'ai vu ça en facteur humain, moi, à l'époque, t'arrives dans du skill base, tu vois, au départ, tu travailles sur les règles, j'applique, machin, je passe comme ça, parce que des règles, après, tu fais sur au départ, knowledge base, tu te bases sur des références externes, après, tu passes sur des règles, rule base, et après, tu passes sur le skill base, donc, ton automatisme, tu passes les vitesses automatiquement, et après, t'arrives avec, en train de manger un sandwich, boire un coca, et passer la vitesse avec le genou, quoi. Exactement. On est déjà 6h10, on a déjà dépassé le truc. Bon, écoute, moi, on peut continuer un petit peu si tu veux bien. Ouais, pas de souci. Je vais lire les questions, les principales questions. On va répondre aux questions, je pense, et on va déjà être pas mal. Lionel, lorsqu'on est limité par le temps, faut-il privilégier le cardio ou le renforcement musculaire pour ses entraînements hors Krav Maga en club? En gros, chez soi, est-ce qu'il vaut mieux travailler son cardio ou le renforcement musculaire à choisir? Est-ce qu'on peut pas faire les deux en même temps? Moi, personnellement, je suis un très mauvais exemple sur ça. Parce que moi, je considère, j'essaie vraiment de faire je déteste perdre du temps. Tu vois? Donc, pour moi, la perte de temps, c'est le pire au monde. Personnellement, je préfère le cardio que le renforcement musculaire. Parce que le cardio, déjà, ça va me permettre, si je me fais courir derrière par un mec avec une machette, de pouvoir courir plus longtemps. Tu vois, alors que la machette, je pourrais pas la bloquer avec mes muscles. Ensuite, le cardio, ça me donne plus de lucidité pendant plus de temps. Je suis lucide plus de temps parce que je suis pas fatigué. La fatigue amène au manque de lucidité, qui amène, ou la peur, hein, ça fait comme un cercle, tu vois, ça peut amener l'un à l'autre. Et puis au final, t'es stressé. Mais quand tu es fatigué, déjà les frappes, les coups font déjà plus mal. Quand tu es frais, ça fait un peu moins mal. Donc à partir de là, moi je préfère travailler le cardio. Mais moi personnellement, à travailler le cardio, je préfère travailler le combat. Oui, enfin, tu fais ton shadow, tu fais ton. Je fais tout le temps du combat. En fait, j'essaie de faire tout le temps que je peux, je fais du combat. D'accord. C'est la seule chose qui m'ennuie jamais. Donc en fait, si tu veux améliorer ton cardio pour le combat, fais du combat. Il y avait Fedor qui avait dit ça, qui avait dit mais tu lèves pas de poids. Il dit je lève des mecs de 120 kilos toute la journée.
Ça fait longtemps que je lève plus de poids, tu vois. Il en avait ras le cul, tu sais, il en a toujours fait, ça a toujours aidé. Bien sûr, la préparation physique, c'est primordial. Bien sûr, bien sûr. Mais si t'as pas le temps, si j'ai pas le temps, je préfère faire du combat que faire autre chose. Déjà parce que ça me plaît et je vais pas m'emmerder. C'est aussi simple que ça. Si tu aimes ce que tu fais et tu mets du temps, tu arriveras toujours à faire quelque chose. Bien sûr, ouais. Moi, ce que je fais rapidement, là, c'est, je fais du, alors, il y a Delavier qui a sorti des bouquins là-dessus sur musculation pour le fight. Ouais. C'est-à-dire que mon entraînement de musculation est dédié, avant, je faisais des musculations pures et dures, je faisais à 83 kilos, c'est développé couché, les machines. Maintenant, je suis beaucoup des trucs plus élastiques et des mouvements typés combat. C'est-à-dire que je fais très peu de mouvements avec les deux bras, mais beaucoup de pousser avec un bras, tirer avec un bras, pouvoir tirer l'adversaire, des mouvements de soulever vraiment quand je suis à genoux, de le soulever, des mouvements typés combat, une sorte de musculation adaptée au combat. Et donc, j'ai moins l'impression de perdre mon temps parce que je me dis, je fais plus la musculation pour, c'est utile au combat. Donc après, exactement. Moi, par exemple, les abdos, 99% des abdos qu'on fait, c'est sur des mouvements de sol. Oui, ouais. Des montées pour les guillotines, des montées pour les kimura, des renversements. Tout le mouvement, ou des montées de triangle, ou des montées de juji, tout le mouvement qu'on va faire sur les abdos, ça va nous servir pour le sol. Ensuite, tout ce qui est au niveau des bras, je fais beaucoup de mouvements de gymnastica naturale, qui est un système de gym qui font beaucoup en JJB, par exemple. Et ensuite, la plupart du cardio debout, c'est des frappes. C'est du pao, des points, c'est pratiquement que des frappes. En mode Tabata ou en mode. Oui, en Tabata, exactement, c'est ce que je fais aussi. C'est que des frappes, je mets que des frappes. Ok. Alors, on a Sergio qui nous dit, penses-tu que le fait d'interdire de temps en temps les frappes, alors attends, je vois que c'est en moitié blanc, les frappes aux parties lors des combats peut être bénéfique ou pas, car souvent les débutants se focalisent trop sur cela. Les débutants, ouais, d'après notre ami, ouais, c'est ça, c'est la cible à toucher, quoi. Alors que pourtant, on repart la VRM, hein, vision, respiration, mobilité. Tu frappes la gorge, tu fous un coup de spray dans les yeux ou un coup de lampe. Ça pourrait être plus efficace qu'un coup au parti qui des fois faut le viser après voilà, mais est-ce qu'on se focalise pas trop, c'est ça la question, sur beaucoup de gens qui connaissent pas le Krav Maga, ils disent Krav Maga c'est vous taper dans les parties, c'est ça, enfin, c'est voilà. Bon, déjà les parties, moi personnellement ça marche, attention, je dis pas que ça ne marche pas, hein. Non, bien ça sûr. marche, mais de là à dire que dès que tu vas toucher ça va tomber, il y a des mecs qui prennent des coups de, si vous regardez sur internet, mettez knife in the head et vous allez voir des couteaux de 28 cm plantés de tête à tête à l'intérieur, même dans les cervicales, qui touchent même le cerveau et le mec il est debout en train de parler, et si un couteau comme ça planté derrière le crâne, au niveau du cervelet, en remontant, ça n'a pas tué la personne. Un coup de pied au parti, on peut pas dire que ça marche tout le temps. Donc moi personnellement, je me focalise pas autant que ça, parce que si tu te focalises trop sur les coups de pied au parti, la personne elle va fermer ses jambes, ça va être très dur de toucher. Par contre, si tu commences à travailler un peu en low kick pour ouvrir un peu la base, ça redevient possible. C'est vrai que moi j'interdirais pas ça, parce que ça nous permet quand même de créer des ouvertures. Et si on s'habitue pas à créer ces ouvertures à base de frappe au parti, même des fois c'est une simple feinte, hein. Les feintes ça marche aussi bien qu'une frappe si c'est aussi bien fait. Donc c'est rien que la simple feinte peut déjà fermer pour pouvoir passer sur autre chose. Donc pour moi ça reste intéressant à travailler. Par contre de se fixer dessus sur les parties, je sais pas, peut-être qu'il faut se trouver un petit copain quoi, mais si on aime tellement frapper là-dedans, il y a un souci. Il y a tellement d'autres frappes. Là, ça reste quand même, on a quand même des mouvements réflexes très bons pour se protéger des parties. Je te prends, t'es assis sur un canapé, je te jette un verre dessus. La première chose que tu fermes, c'est les verres d'eau foot, hein. Tu te protèges le visage, tu protèges les parties. Donc moi, je me focalise dessus. Moi, c'est une bonne frappe quand tu l'as bien préparée ou quand tu l'as surpris. Par contre, de la lancer trop pour lancer trop, c'est comme envoyer n'importe quel type de frappe. Tu prends des risques de te blesser à vouloir répéter ça. Donc moi personnellement, je n'interdirais pas. Pour moi, ça fait partie du Krav. On a droit à tout. On a droit de se fixer dessus, quoi. Faut pas rester non plus frapper sur le tibia, ça fait très mal. Frapper de pied sur pied, pousser le type. Il y a plein de trucs ou la gorge, les yeux, etc. Ça marche. Pas trop se fixer. Alors, c'est bon, tout le monde nous voit bien, parfait. Il n'y a pas eu de problème avec le coup de téléphone, c'est parfait. Merci à tous, Aurore, Cécile, super, Rachid, Fateh, salut, Franck, salut, Olivier. Il y a pas mal de monde, c'est bien, c'est super bien. Alors, tout le monde te dit bonjour aussi, hein. Je te le dis parce que tu peux pas. Alors, Alexandre ne voit pas les commentaires, donc vous inquiétez pas, hein, s'il répond pas toujours, c'est que c'est moi qui ai dû oublier vos commentaires. Salut Franck Moriconi, salut. Alors, tac, je continue, impec, parfait. Ravi de vous revoir, écoute, ravi de te revoir Olivier.
Embrick, salut. Franck, il nous dit Franck. Alors, Alexandre toujours au top. Merci Tom pour tes vidéos. Bah écoute, merci à toi de suivre les lives. C'est toujours un plaisir. David, la Belgique a été espagnole à une époque. Ah, c'est fort, c'est fort probable, ouais. C'était le monde a été espagnol. C'était une blague, évidemment. J'adore la Belgique. Pour le peu que j'y suis allé, mais il faut absolument que j'y retourne. JS Bushido qui nous dit Shaimi, est-ce que tu as des vidéos de Tony Blower, Panic Attack sur le net ou ailleurs? Ouais, Tony Blower, pour ceux qui ne le connaissaient pas, c'est un grand expert en self-défense, hyper connu, c'est une légende de la self-défense, qui à l'époque avait révolutionné un peu la chose en faisant des mises en situation avec le fameux Rainman. Oui, d'accord. Le premier à utiliser ça, il prenait des experts en self et des experts en arts martiaux, il les mettait et puis bam, il les surprenait pour voir leur réaction. Puis au final, tu te rendais compte, comme à l'UFC en 93, que les gens qui faisaient un peu des pattes de tigre un peu bizarres, bah ça marchait plus aussi bien que ça, tu vois, quand tu prenais 2 coups de tête. Donc c'est ce qu'il a fait, mais au niveau de la self. Donc c'est intéressant. Maintenant là, il en est avec son système qui, je crois, s'appelle Spears, qui d'ailleurs ressemble énormément à ce qu'on fait en Krav. Donc tu vois, il a mis beaucoup d'années pour nous copier. Non. Le type de frappe, il rentre comme ça, l'avant-bras au niveau de la gorge, comme notre contrôle croisé en coup de tête, plus un blocage en 300 degrés. La différence, c'est qu'il ne frappe pas en direct, il vient frapper avec l'avant-bras au niveau du cou. Ça ressemble énormément à beaucoup de techniques qu'on a en Krav sur les couteaux en piqué, sur maintenant le nouveau programme, les blocages pour les rentrer dans les jambes et tout ça. Donc, c'est vraiment exactement ça. Donc voilà, quoi. C'est vraiment... C'est sympa, hein. Moi j'aime bien Tony Blower, son discours, il bosse beaucoup avec l'équipe du CrossFit, il a trouvé le bon filon. Oui, c'est un bon mec, et puis ce qu'il dit c'est très simple, et c'est toujours, de toute façon, une fois que tu fais le tour de la self-défense, des mecs qui font des choses réalistes, tout le monde a le même discours, tout le monde sait parfaitement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. La différence c'est qu'on n'est pas d'accord sur ce qu'il faut faire, la méthode de le faire. Oui, c'est vrai, c'est souvent ça. Mais sur la logique et les principes, pratiquement tout le monde maintenant dit à peu près la même chose. Toujours pareil. Pour ceux qui ont vu pas mal de live avec moi là, j'essaie de. Je suis issu, Krav Maga Training, c'est issu du Krav Maga évidemment, c'est ma famille de cœur. Après, ça m'empêche pas de rencontrer d'autres personnes. Il y a eu Guillaume Morel de Pantégor, il y a eu Michailus qui est très connu, qui est passé sur Karaté Bushido. Il y en aura d'autres. Alors je vous dévoile pas le programme, mais j'ai déjà encore 3 intervenants qui vont intervenir pour les suites. Et en effet, même il y en a aucun qui critique le Krav Maga ouvertement, alors qu'ils en font pas. Hein. Ils font d'autres systèmes. Mika est plus typé Penchak Silat. Alors ça dépend du quel Penchak on parle, mais plus typé après Penchak Self, etc. Il a écrit de très bons bouquins, et pour autant, il trouve que le Krav Maga est très bien dans nos principes. Certains disent, j'aurais plutôt fait ça comme ça, ou plutôt fait ça comme ça. Par contre, sur les principes de ce qu'il faut pas faire, ou la distance, etc., enfin, tout ce qui est la base de la self, le noyau dur, comme tu dis, le discours est le même dans tous les intervenants, tous. Il n'y a pas un qui va dire, ah non, en fait, distance courte, moi je bloque, non. C'est toujours la distance, que penses-tu de Fred Maestro? Fred Maestro, alors j'en pense je pense que la question était plus dirigée, je sais pas. Moi personnellement, je l'ai jamais rencontré. Je vois ce qu'il fait sur internet et je sais pas. Faudrait que je fasse un stage ou 2 avec lui et le rencontrer. J'aimerais bien et à voir. Moi personnellement, j'ai du mal sur toutes les disciplines qui s'éloignent un peu de tout ce qui se fait en pied-point pour la self. J'ai vraiment du mal. J'accroche absolument pas. Avec les agressions que j'ai vues dans la rue, avec ce que j'ai vécu et tout ça, moi j'ai du mal. J'ai vraiment, j'aimerais que ça fonctionne, hein, tu vois. J'aimerais vraiment que les mouvements comme ça, tu vois, c'est un peu comme quand je regarde Yip Man. Il n'y a rien à voir avec ce qu'ils font, hein. Quand je regarde Yip Man, moi mon rêve ce serait que ça marche. J'aimerais que ça marche. J'aimerais tellement que ça marche. Ce serait tellement magnifique de pouvoir combattre avec une main dans le dos et avoir une queue de cheval derrière. Donc voilà quoi. Mais non, mais j'ai du mal. Et moi, si ça tape pas comme en boxe, par exemple, en pied-point, j'ai quand même du mal à le croire. Désolé, mais en 93, l'UFC est arrivé, il y avait quand même très peu de règles et on a rapidement vu que il faut taper comme tout le monde tape. Donc j'ai vraiment du mal. Tu vois, moi après la technique, hein, il faut être sincère. Pour moi, je dis tout le temps en cours qu'il n'existe que 3 techniques au monde. La bonne, la mauvaise et la tienne. Et la tienne, tu as aucune idée de si elle est bonne ou mauvaise jusqu'au moment où tu vas devoir l'utiliser. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Après, c'est que de la théorie. Et la théorie, tu le verras. Et même la pratique, hein, peut-être que ça va marcher contre toi, mais ça va pas marcher contre un autre. Donc, c'est exactement ça. Regarde, prends McGregor. Regarde sa gauche, McGregor. Elle a couché pratiquement tout le monde. Et puis, le vieux dans le bar
de 50 et quelques piges et qui se prend son crochet plein pot, assis sur un tabouret, il n'a même pas bougé. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est le vieux qui est hyper costaud ou c'est McGregor qui sait plus mettre son crochet? Tu vois, c'est ça le truc. C'est tellement aléatoire le combat. C'est impossible. C'est du chaos. Il faut essayer d'organiser ce chaos-là. C'est hyper compliqué. Hyper compliqué. Il faut passer par plein d'étapes. Nous, notre travail de crabe pour être meilleur en combat, c'est quoi? C'est passer nos techniques et les travailler comme les sports de pied-point. Ça veut dire travailler sans gants ou avec gants, hein, mais ce serait mieux de travailler sans gants si on veut vraiment se rapprocher à la réalité. À la patte d'ours, il m'envoie sa gauche, bam, je rentre plein pot et automatiser le truc. T'en bouffer, te taper 1h30 que de la même chose. Tu tapes 1h30 de contre et bam, 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 la même chose. Si tu veux faire ça et ça pendant des mois pour pouvoir passer en combat, c'est pas en faisant 3 fois tes défenses intérieures que tu vas réussir à la passer. C'est impossible. C'est impossible. Si personne ne pourrait le faire ça. Donc, c'est vraiment la manière de travailler la chose. Il faut, ça fait chier, mais c'est comme ça que ça marche. Moi, je conseille vraiment à tout le monde de s'intéresser à tout le travail sur les génies et le succès. D'accord? Regardez le livre de Malcolm Gladwell, Outliers, sur les génies, d'accord, les prodiges. Regardez les études de Laszlo Polgar, celui qui a fait le bouquin On ne naît pas génie, on le devient. Il a fait des tests avec ses 3 filles. Mais regardez-le vraiment, et vous allez voir que c'est toujours où l'étude de Anders Ericsson sur les fameuses 10 000 heures pour arriver à la maestrie. Master. Exactement. Et vous allez voir, au final, c'est toujours la même chose. C'est du travail. Il n'y a aucun exemple, que ce soit Mozart, Tiger Woods, Rafael Nadal, le bouquin de son oncle, c'est hyper intéressant. Vous allez voir que c'est tout, c'est des milliers et des milliers d'heures. Donc, et puis après, on sort, t'as des facilités. Et il y a des gens qui ont des facilités, mais même comme ça, tu vas devoir t'en taper des heures. Je sais pas, regardez bien, pour vous faire une idée à peu près de ce qui se passe. Si vous entraînez, par exemple, par arriver à ces 10 000 heures d'entraînement, hein, c'est 10 000 heures d'entraînement de qualité. Pour arriver, d'accord, avec 3 heures par semaine d'entraînement, il vous faudrait 75 ans. 75 ans pour y arriver. Tu vois? Donc, pour arriver au niveau où les gens sont géniaux. Tu vois, si tu t'entraînes 3 heures par jour, il te faut 15 ans. Il en faut du travail. Il en faut du travail. Et puis, ces 10 000 heures, après, ils se sont rendus compte que il y a certains domaines où c'est plus simple, où il en faut 6 000, mais il y a certains domaines où il en faut 30 000. C'est vraiment, c'est que du travail. Au final, c'est des heures et des heures. Et pour pouvoir s'entraîner autant, il y a 2 méthodes. Ou tu aimes vraiment ce que tu fais, ou tu es obsédé. Tu as un problème cérébral et tu peux pas t'empêcher de faire ce que tu fais. Donc, moi, je pense, tout le monde me le dit tout le temps que je suis sûrement dans le cas numéro 2, parce que j'ai vraiment du mal à m'arrêter quand je commence à faire un truc. Mais heureusement pour moi, peut-être que si j'avais été passionné par ça, j'aurais pas tenu aussi longtemps, tu vois. Et tu t'obsèdes avec la chose. Ou alors, tu es passionné par ça. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est la persévérance et la détermination qui font absolument tout, de tout, de tout. C'est vraiment, toutes les études, c'est vraiment ça. La persévérance est plus important que la passion ou que même le savoir-faire. C'est vraiment, tu tiens le coup, et puis au final, tu y arrives. Chacun à son niveau, bien sûr, mais tu es obligé d'arriver à un bon niveau au moins en travaillant comme ça. Plus tu as commencé tôt, bien sûr, plus tu as des chances d'y arriver. Tu as des chances d'arriver rapidement. Le délai, Ok, de toute façon, toujours pareil, hein, practice, toujours pratiquer pour arriver au niveau escompté. Exactement. On a Vanessa qui nous dit le bon côté du couvre-feu, c'est vous regardez vos lives. Écoute, content de pouvoir agrémenter un peu le couvre-feu. Moi, ça va dans le serai dehors, mais bon, ça circule pas mal ici. Tu sors, t'es chopé, c'est fini. Bon, à Madrid, apparemment, tu sors, tu peux plus rentrer avec la neige. Bon, on a chacun nos trucs, quoi. À choisir. Ok, peut-être une dernière question. Y a-t-il des nouvelles? Est-ce qu'il y a des nouvelles? Alors, Krav Maga Sofia, y a-t-il des nouvelles sur la partie combat en cours d'élaboration dans le programme? Dans le programme, je pense, FEKM, est-ce qu'il y a du nouveau dans la partie? Non, on est en train de préparer un programme de combat, un programme parallèle pour améliorer justement les aptitudes. Justement, ce que je vous en parlais, là, la FEKM est en train de mettre en place ce travail pour que les gens puissent améliorer la partie combat avec les techniques de Krav. D'accord. Parce que améliorer la partie combat en technique de Krav, ça passe déjà tout bêtement par du travail bien fait. Alors, prendre des PAO,
c'est pas prendre des PAO en se mettant de profil et que le mec il envoie des middle tout le temps. Tu vas pas améliorer tes middle en combat. Tu vas améliorer ton middle. Mais pour le passer en combat, c'est pas pareil. Donc, après, il faut se mettre. Moi, j'ai eu la chance de faire venir à Madrid Jean-Charles Skarbowski, qui est une légende du Muay Thai. Ceux qui s'intéressent au sport de pied-point, vous le connaissez parce que c'est l'un des meilleurs Français qu'il y a eu dans l'histoire. Et je lui demandais le type de travail, comment faire pour améliorer. Et au final, c'est toujours la même chose. C'est de la répétition, bête, sans arrêt. Ouais. Et la méthodologie. La méthodologie, c'est de prendre les PAO, bien les placer, exactement pareil que si on était en phase de combat, lui donner des mouvements réactifs à la personne en face. C'est pas lui il tape et puis il tape comme un bourrin. Tiens, frapper. Pour moi, frapper dans un PAO, c'est comme faire du tir olympique. Tu vois, tu es là avec ton petit carton, la main dans la poche. Et c'est bien. Tu sais mieux tirer qu'une personne qui a jamais tiré. Par contre, du tir tactique, c'est autre chose. Et toi, ce que tu veux, c'est du tir tactique pour la rue. Donc, à partir de là, il faut s'entraîner exactement de cette manière. Faire du PAO comme si c'était du combat. Ça ne veut pas dire d'aller vite et fort, parce qu'il faut apprendre à travailler lentement pour être bon. Mais il faut apprendre à travailler. Et ça, c'est le problème. Si vous voulez passer vos techniques de crâne, il faut apprendre à travailler la méthodologie. Et ça, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire avec ce nouveau programme parallèle. En fait, c'est pas un programme, c'est plutôt une méthodologie pour que tous nos profs puissent améliorer ça dans leurs cours et que tout le monde puisse réussir enfin à passer un peu plus nos techniques de Krav en combat. D'accord. Je une dernière question qui est liée, qui est liée à ce que tu disais à l'instant. On a Julien qui nous dit est-il judicieux de continuer à essayer de placer les techniques de Krav ou plutôt de boxer type kickboxing? Mais nos combats de Krav, nos coups de pied, c'est pratiquement les mêmes qu'eux. On a plus de variété, tu vois, parce qu'il y a les coups de pied au parti, il y a les pointes qu'ils travaillent très peu, qu'on peut voir en savate. Donc, on a plus de variété. Après, les points, c'est très proche. C'est-à-dire, c'est pas identique. C'est pas identique, mais c'est très proche. Bobby Gunn, champion du monde de combat sans gants, une légende du combat sans gants, une méga légende, maintenant qui est retraité. Il a été champion du monde de boxe ou vice-champion du monde de boxe. Il a combattu contre Roy Jones et des grands noms. Et c'est un mec qui sait combattre avec des gants. Mais quand il combat sans gants, il ne combat plus pareil. Même lui, il le dit. Il frappe déjà pas aussi fort parce qu'il n'a pas envie de se casser les mains. Il frappe pas différemment au niveau des crochets pour mieux placer son poing, exactement comme on le fait. Il faut se rappeler que nous, en Krav, autrefois, on avait la garde ici. Tu vois, les mains un peu là. Et on nous critiquait, mais c'est quoi cette garde? C'est de la merde cette garde. Le MMA arrive en 93, chacun avec son système. Et maintenant, tout le monde a une garde très proche de ce qu'on fait. Donc pourquoi? Parce que plus tu ouvres un peu les possibilités, et plus tu reviens à la même chose. On a les jambes trop fermées, tu peux plus défendre les entrées dans les jambes. Tu as les jambes trop ouvertes, tu peux plus défendre les coups de pied circulaires. La position de garde en boxe anglaise, c'est pas la même qu'en MMA et c'est pas la même qu'en taille. À partir de là, il faut s'adapter à ça. Tu vois? Donc, nous, on a la chance de pouvoir s'adapter à ça. Et ben, il faut apprendre à utiliser. On n'a pas assez confiance en nos techniques et on les entraîne pas assez. Donc, les gens, tu veux t'améliorer, tu veux être aussi bon que les mecs que tu vois à la télé, ben, entraîne-toi aussi autant que les mecs qui sont à la télé. Que tu vois à la télé, ouais. Mais les gens me disent, je peux pas, je bosse. Eh ben, t'es pas prêt à tous les sacrifices qu'il faut faire pour y arriver. C'est dur à dire, mais c'est ça la réalité. Les gens veulent être comme les meilleurs, mais sans s'entraîner comme les meilleurs et sans souffrir comme les meilleurs. Mais il faut s'en bouffer, c'est horrible. C'est horrible de répéter le même coup 1 million de fois. Et c'est exactement ça ce qu'il faut faire. Il faut vraiment, tu veux être comme eux, et ben fais comme eux. Et sinon, arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Moi, je donnais, il y avait 15 cours ou 16 cours à une époque par semaine. J'avais des élèves qui faisaient 15 cours. Ils s'entraînaient toute la journée parce qu'ils bossaient pas. Ils avaient papa, maman qui pouvaient ou alors les mecs qui bossaient de nuit, ils venaient toute la journée. Ils s'entraînaient toute la journée. Et ben les mecs, ils étaient hyper forts quand il y avait des gens qui venaient de l'étranger à notre salle. Ils me disaient, putain, mais ce mec-là, c'est pas possible qu'il soit bleu. Mais le mec, il s'entraîne 15 cours de 1h30 par semaine. Mais tu m'étonnes qu'il est bon. S'il est mauvais, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et tu peux pas, il faut pas se comparer. Ça, c'est pas bon le comparatif avec les gens. J'essaye d'être une meilleure version que moi-même. Maintenant, si je veux passer une technique, tout passer, c'est impossible. Même en boxe, pas tout le monde est bon en tout. Parce qu'en MMA, c'est la même chose. Chacun a sa spécialité. T'as jamais vu McGregor envoyer l'uppercut du droit, c'est très rare. Il envoie tout le temps le même bras, c'est sa spécialité. À partir de là, toi, tu choisis une technique ou deux techniques et je veux passer celle-ci. Et je me spécialise dans ça. Et j'en bouffe tout le temps. Et après, il faut avoir l'orgueil de se dire, je vais me laisser passer certaines frappes, tu vois. Si je veux travailler ma défense low kick, par exemple, en mettant la jambe dure et en envoyant le swing du bras arrière, et ben, tu vas devoir t'en prendre des low kicks pour pouvoir le passer. Le problème, c'est qu'on est tellement orgueilleux, on veut tellement pas prendre de frappe, au final, on est tout le temps dans l'ego, et je défends. Et c'est comme ça, c'est pour ça qu'on ne s'améliore pas en combat. C'est parce qu'on a un ego de merde
on s'entraîne mal, le partenaire en face, il a peut-être le même ego au pire, et puis on ne peut pas progresser. Le combat, c'est un travail à deux. C'est un travail à deux. À partir de là, si les deux travaillent mal, c'est impossible de progresser. C'est vraiment, et ça, c'est à l'entraîneur, au prof, de mettre la chose. Donc, on peut faire des thèmes, on peut faire tout ce qu'on a dit un peu lors de ce live. Ouais, d'abord. Le discours est dur, hein, mais moi, je suis hyper dur sur ça. Les gens qui me demandent comment je peux être bon, eh ben, il va falloir que tu en passes des heures. J'ai les gamins, je bosse, c'est pas possible. Eh ben, c'est pas possible, c'est pas grave. Moi, j'aurais voulu être pianiste professionnel et j'ai pas pu parce que je suis mauvais et aussi parce que j'ai jamais fait un cours de piano. Bah, tu m'étonnes que je serais jamais pianiste professionnel. C'est exactement ça. Donc, à partir de là, ben voilà. Malheureusement, tu vois, je voulais faire du porno et puis la nature m'a pas doté pour ça. Bah c'est pas grave. Je fais autre chose. Et puis il y en a d'autres qui ont réussi, tu vois. Ouais, il y a d'autres qui ont réussi ça. Non, mais c'est vrai que c'est toujours pareil, du boulot, et puis exactement. De donner les moyens de le faire, ouais, bah, c'est comme tout. C'est comme tout. Bah écoute, sage parole, c'est tout le monde, Chris qui nous dit excellent discours, Franck Etienne très juste, problème d'ego, faut régler en combat. Ouais, de toute façon toujours pareil, hein, c'est pour tout, hein. C'est comme pour faire une vidéo, bah tu le sais bien, ça prend les gens te regardent, la vidéo elle dure 4 minutes, mais en fait derrière t'as bossé 6 heures dessus. Exactement, c'est des années de travail les mecs. C'est des années de travail. Les moyens de le faire, quoi. Mais bon, bah voilà. Tu vois, en Espagne, il y a une chose qui s'appelle El Duende. C'est c'est le talent. Ça arrive, c'est pour les gens qui jouent par exemple du flamenco, qui dansent du flamenco. Ils ont le duende, ils ont un truc à part. Tu vois, t'as beau faire 40 ans de flamenco, mais il y a des gens qui ont ce truc-là exceptionnel. Selon c'est le duende. J'ai eu la chance de parler avec le meilleur guitariste de l'histoire, Paco de Lucia. C'est la légende, c'est le dieu absolu de la guitare flamenca. Et en parlant avec lui, tu vois, un mois il avait dit ça. Il avait dit, ça me fait chier. Depuis que j'ai, je sais pas, 6 ans, le mec, il joue de la guitare 17 heures par jour, tu vois. Et qu'on lui dise que c'est grâce au duende. Mais c'est pas grâce au duende, c'est parce que le mec, il n'arrête pas de faire ça. Mozart, c'était la même chose. Mozart, à 5 ans, à 6 ans, c'est parce qu'il était là 14 heures par jour avec son père qui était grand pianiste, qui l'aidait à mort. C'est-à-dire, t'es obligé d'être bon. Tu te passes 14 heures par jour à faire la même chose, t'arrives à l'excellence beaucoup plus rapidement qu'un mec qui fait 2 fois 1h30. Et c'est normal, mais c'est pas grave. Ouais, je comprends très bien. Donc voilà, c'est exactement ça. Donc après, l'ego, il faut le mettre de côté. Si en combat, on n'accepte pas que pas tout ce qu'on va faire va rentrer, qu'on va prendre des coups, dans ce cas-là, il vaut mieux pas faire de combat et faire autre chose. Oui, c'est aussi simple que ça. Ouais. Aux échecs, tu perds des pièces. En crabe et en combat, tu prends des coups. Et à partir de là, c'est pas grave. Ça veut pas dire que t'as perdu. Ça veut dire que, que t'apprendras, tu vois. Tu gagnes ou t'apprends. Ouais. De toute façon, ça se voit souvent. Il y en a beaucoup qui, au final, ne reviennent pas des cours. Ah bah non, si je prends des coups, ça sert à rien. Pourquoi je prendrais des coups? Enfin, et d'autres qui se remettent en question. Bon, ok, j'ai pris des coups parce qu'au final, il est peut-être meilleur. Et puis, comme tu disais, tu peux avoir un partenaire qui est intelligent, qui travaille intelligemment avec toi. T'as là qui sont, moi je vais mettre la misère à tout le monde parce que c'est l'ego. Tout ce qu'ils veulent, c'est taper sur les camarades. Ouais, mais il faudrait avoir des partenaires, pas un partenaire, parce que si t'as juste un partenaire qui est bon, tu vois, travailler tout le temps avec le même partenaire, tu le connais par cœur. Moi, à la salle, j'ai des fiches sur les gens dans ma tête. Moi, je les ai tous. Lui, il sait pas faire ce mouvement-là au sol de ce côté-là. Lui, il fait toujours la même chose. Lui, il peut pas lever le pied au-dessus de ma hanche. Donc, au final, peut-être tu peux avoir les mains ballons. L'intéressant, c'est de tourner avec tout le monde. Bien sûr, de tout le monde. Même du bourrin. Au final, tu apprends quelque chose. Tu apprends à gérer un bourrin. Faut quand même apprendre à le gérer. À pas reculer, à tourner un peu. C'est exactement ça. Donc, au final, il faut accepter ce que je t'ai dit. Homme mouillé ne craint pas la pluie. Une fois que tu as vu qu'au final, c'était pas si grave que ça, t'es plus relâché. Quand t'es relâché, tu peux plus jouer au combat. Ouais, c'est vrai. J'ai noté en plus, homme mouillé ne craint pas la pluie. Tu vois, je prends mes notes à chaque fois, là, à chaque live. Enfin bon, écoute, c'est la première fois qu'on dépasse autant de live. Bon, de toute façon, quand on est passionné, quand on est motivé, ou quand on va s'arrêter alors. Quand on est un peu loco, ça continue à fond. Attends, on a Jérôme qui nous dit, ah oui, tout à fait que je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. En effet, ouais. Exactement. Bah écoute, moi je suis vraiment super content de t'avoir eu en live. Bon, on se connaissait déjà bien aussi, hein, mais
Mais comme toujours, un plaisir, un plaisir, un plaisir. Ce sera avec grand Ah, plaisir que je viendrai dans ta salle pour faire m'entraîner surtout, hein, et puis filmer un petit ce peu. sera avec Aussi. grand plaisir qu'on vous recevra tous. Ce sera sympa. Merci encore à tous et à toutes d'avoir participé à ce live qui a duré plus longtemps que prévu, mais bon, hein, vous êtes toujours là, présents. Quasiment personne n'est parti, ça prouve que le sujet est intéressant, ou alors vous êtes parti faire autre chose, mais bon. Il sera en rediffusion après sur la chaîne YouTube Krav Maga Traveling. N'hésitez pas à balancer les pouces bleus, à vous abonner. Moi, c'est ce qui me motive aussi à le faire. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de YouTube monnaie, faut le savoir. Donc merci à vous en tout cas. On se retrouve samedi prochain. Alors à voir pour l'horaire, sûrement 14h, mais peut-être un peu plus tard. Dites-moi après aussi, n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour savoir pour l'horaire qui vous convient le mieux. Ce sera avec un nouvel intervenant et cette fois-ci sur la gestion de l'agressivité. Gestion de l'agressivité. Donc c'est pas de la self, c'est pas des coups, mais c'est plus dans le verbal. Hein, comment gérer dans l'avant, le pré, dans la sécurité personnelle. Comment gérer l'agressivité d'une personne au travail, en famille, dans la rue et surtout dans la rue d'ailleurs. Voilà, comment faire à quelqu'un qui devient agressif, comment le gérer pour ne pas arriver au point, du moins éviter d'arriver là. Voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci Alex. Un grand merci. Merci à toi pour l'invitation. Et merci à tous. Merci tout le monde. Ciao, plaisir de se revoir. Ciao, à la prochaine.